Salut tout le monde, comment allez-vous bien? Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de À la sauce curry. Pour celles et ceux qui découvrent le podcast, bienvenue. Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice de ce podcast dans lequel je vous partage mes conversations avec les femmes qui font la science d'aujourd'hui. La science au sens large, car elles sont aussi bien ingénieures en recherche biologique, en mécanique des fluides ou bien informaticiennes. Bon, si mon père écoutait ce podcast, il me dirait encore « Mélissa, tu sais pas faire court ». Eh bien non papa, je sais pas faire court et c'est comme ça. Désolée, mais j'aime papoter avec les gens. Alors si vous aussi, comme mon père, vous trouvez mes épisodes trop longs, pas de souci. Vous trouverez dans la description les différents temps correspondant aux différents sujets abordés. Merci à Chéréline pour la suggestion. Mais comment voulez-vous faire plus court quand tout est intéressant? Surtout avec le sujet d'aujourd'hui, les jeux vidéo. Depuis un peu plus de 3 ans maintenant, Jade est gameplay programmeuse chez Ubisoft. Polyvalente et très curieuse, elle ne se prédestinait pas spécialement aux jeux vidéo, mais c'est son expérience au Japon pendant son école d'ingénieur qui l'a amenée à s'y intéresser et à trouver son épanouissement entre création et programmation. On découvre avec elle comment sont faits les jeux vidéo à gros budget et le secret qui doit régner jusqu'à leur parution. On parle aussi de ce que ça fait d'être une fille dans un environnement autant connoté masculin et de l'importance de la diversité dans la société au sens large. Je précise que Jade parle uniquement en son nom, de son vécu et de son expérience, et pas au nom de son employeur. Désolée d'avance pour les termes anglais et techniques qui ont pu nous échapper. Mon côté geek était à fond et s'est laissé emporter par l'enthousiasme et l'optimisme de Jade. Sinon, si vous aimez ce podcast, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire gentil et à mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast. Ça sert pour le référencement et surtout parce que j'aime bien papoter avec vous. Cet épisode ainsi que tous les précédents sont disponibles sur votre appli de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, mais aussi sur Spotify, Deezer, YouTube et directement sur le site internet alasaucecurry.com. Pour ne rien rater de l'actu, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager, c'est le meilleur moyen pour faire grandir ce podcast. On se retrouve samedi dans 2 semaines. Sur ce, je vous laisse avec Jade. Ciao! Salut Jade! Salut! Comment ça va? Bah écoute, ça va bien et toi? Très bien. Merci d'avoir accepté cette petite invitation à discuter. Avec grand plaisir. Alors, Jade, que fais-tu dans la vie? Alors, je suis gameplay programmeuse à Ubisoft, Ok. qui est une boîte de jeux vidéo. Ouais, je pense qu'en même Ubisoft, c'est assez connu dans le jeu vidéo. Ouais, au cas où je précise. On peut préciser, effectivement, pour les non-initiés. Ça doit en jeter quand même en dîner comme ça, style, tu fais quoi dans la vie? Je suis gameplay designer... programmeuse. Ouais, parce que gameplay design, c'est autre chose, non? C'est très différent. Okay. C'est très différent. Bon, on pourra en parler tout à l'heure, ouais. Mais c'est 2 métiers différents. Parce qu'il y a un jargon quand même dans le jeu vidéo qui est un peu compliqué. Il y a plein de types de métiers, mais en même temps, c'est pas trop ce qu'ils font. Va falloir que tu nous expliques tout ça. J'expliquerai. Parfait. Et donc, justement, en quoi consiste ton métier alors chez Ubisoft? Alors, donc du coup, la base de mon métier, c'est de la programmation. Je sais pas si les gens sont familiers, mais c'est vraiment des langages de programmation, principalement le C++. Et en fait, mon boulot, c'est de travailler avec d'autres types de métiers, type des artistes, des designers et designeuses, des testeurs et des testeuses, enfin voilà, tout un panel de métiers pour créer des jeux vidéo. Et du coup, moi, je suis plutôt dans la partie, on va dire, technique. Je vais pas forcément créer des mondes ou quoi que ce soit. Mon boulot, ça va plutôt être de permettre aux artistes d'intégrer ce qu'ils font dans le jeu. Ok, donc c'est vraiment le côté technique, comment en fait ça va apparaître à l'écran, comment le joueur va pouvoir interagir, si par exemple il clique avec sa souris, je parle pour un jeu PC, s'il clique avec sa souris à tel endroit, hop, ça va faire telle action. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est ce qu'on appelle la partie gameplay. Parce qu'en fait, même en programmation, il y a différents aspects de la programmation. Il va y avoir, par exemple, la programmation réseau, où là, c'est très spécifique sur comment t'envoies des paquets d'informations à travers le réseau, mais c'est pas du tout ce que je fais. Moi, je fais vraiment la partie gameplay, donc c'est vraiment la partie du jeu où tu programmes en fait ce que le joueur ou la joueuse peut faire, les interactions qui sont possibles, comment le monde réagit à ces interactions, quelles sont les informations dont le joueur ou la joueuse a besoin, etc. Ah oui, ok. Ah oui, donc c'est vraiment large, mais c'est vraiment l'expérience du joueur
comment il va jouer au final, et toi, c'est le côté technique pour qu'il puisse jouer et prendre plaisir à jouer, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Ok, cool. Et donc comme tu disais, il y a différents types de développeurs. C'est quoi les autres types? Donc toi, tu es gameplay, mais C'est après, ça. il y a quoi d'autre comme... Alors moi-même, je connais pas toutes les catégories parce que c'est vrai que des fois, tu as des équipes avec deux programmeurs qui font des trucs un peu de leur côté et tu sais pas forcément ce qu'ils font. Mais moi, comment je le vois, donc ma perception, on va dire, au niveau gameplay, c'est que tu as. Donc, moi, je fais du gameplay, donc c'est vraiment le jeu. Il y a souvent une équipe qui est dédiée à faire du moteur, donc qui vont implémenter des features sur vraiment le moteur du jeu. Donc ça va plus être bah, voilà, comment on déclenche de l'audio, comment on récupère les informations de la manette et qu'on puisse l'envoyer justement au gameplay pour qu'il puisse en faire quelque chose. Combien de pixels t'affiches à l'écran, à quelle vitesse tu rafraîchis. Enfin voilà, des trucs qui sont très techniques et qui n'ont pas trop rapport avec l'histoire du jeu, on va dire, ou l'univers dans lequel il se passe. Donc ça, c'est Ok. plus, on va dire, la partie moteur. J'ai parlé de la partie online, qui est de plus en plus importante sur les jeux d'aujourd'hui, puisque, par exemple, bah, pour faire une mise à jour, ou comment deux personnes jouent en réseau, Oui, ok. enfin voilà, c'est une programmation qui est assez différente, et avec des paradigmes assez différents de ce que je fais. On va avoir des programmeurs 3D, par exemple, où là, ça va être très sur... bah, pareil, comment tu optimises en fait l'affichage des modèles 3D, parce que euh, en fait, quand tu as un monde en 3D qui est créé, en fait, tu n'affiches que la partie que la caméra voit et que ce que tu affiches à l'écran. Donc ça sert à rien de rendre un monde immense. Enfin, le PC ne tiendrait pas du tout. Tu es obligé en fait Hmm. d'optimiser et de ne rendre que les informations importantes. Donc il y a pas mal de travail qui est fait. Souvent, c'est des trucs qui sont repris même de la recherche ou dans d'autres domaines. En fait, c'est commun à plein de domaines, genre le cinéma d'animation, Ah les oui. FX dans le cinéma, la modélisation dans l'industrie. Enfin, voilà, c'est plus cette partie-là. Mhm. Voilà, j'identifie ces quatre grosses catégories. Après, voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus techniques parce qu'ils sont plus seniors, donc qui vont plus avoir une vision très très macro de comment les différentes équipes travaillent entre elles, même les différentes équipes de prog, donc quel logiciel on va utiliser, euh, quel type de version on va faire, sur quel type de plateforme on va jouer. Mais voilà, ça c'est des trucs assez bas niveau, parce qu'on considère ça dans l'autre sens. Plus c'est... comment dire euh, plus c'est proche de la machine et plus c'est bas niveau. Voilà. Et moi, je suis plutôt haut niveau, dans le sens où c'est plus abstrait, c'est plus des concepts, bah voilà, dans quel monde tu joues, est-ce que ton personnage il a un chapeau ou une robe, enfin voilà, c'est Ok, plus ah haut oui. niveau dans ce sens-là. C'est Ok, pas... ah oui, c'est inversé pour vous, quoi. Ouais, voilà. Ok. Et est-ce que c'est facile de passer d'un type de développeuse à un autre type? Ou une fois que t'es spécialisé, tu vois, dans le gameplay, au final, pour passer, par exemple, je sais pas moi, sur du online, ça va être compliqué. Alors, je dirais qu'il y a beaucoup de similitudes, dans le sens où une fois que tu as appris à programmer, une fois que tu connais un peu de l'algorithme, ou enfin, de l'algorithmique et tout ça, c'est quand même des concepts qui se retrouvent. Par contre, en général, c'est pas forcément les mêmes langages qui sont utilisés. Et donc, bon, ça, à la limite, c'est. euh, on va dire que ça va être une syntaxe différente, mais tu peux assez facilement. Tu vois, moi, je connais plusieurs langages, par exemple. Je suis Ok. beaucoup plus habituée au C++, mais tu vois, quand j'étais à l'école, j'ai travaillé en Java, j'ai fait du C. Enfin, voilà. On arrive, en fait, à. Une fois qu'on a la base, on va dire, d'algorithmique, on peut changer. Ok. Par contre, ce qui va être le plus dur, on va dire, ça va être le niveau de technicité. C'est vrai que c'est intéressant, où plus tu continues dans une voie, plus tu vas avoir de l'expérience qui s'accumule et c'est une vraie plus-value. Une fois que tu as fait beaucoup de gameplay, tu vas avoir des automatismes qui sont beaucoup plus rigoureux, tu vas avoir des meilleures idées, on va dire, d'implémentation. Et je pense que c'est très. Enfin, ça a beaucoup de valeur ajoutée. Ok. On voit que les gens qui sont seniors, on va dire, en gameplay, ont vraiment une rapidité d'esprit, on va dire, sur certains points que par exemple quelqu'un qui est plus junior. Mais après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de ce que toi tu veux faire, enfin, ce que la personne veut faire. Moi, je sais que je suis passionnée par le gameplay et j'aime pas du tout le online. Ok. Donc, ça fait sens en fait de partir d'un côté ou de l'autre. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du gameplay et qui passent au moteur parce qu'ils ont besoin d'être un petit peu plus bas niveau, par exemple. Mhm. Et puis il y a des gens qui font le passage dans l'autre sens. Enfin, voilà, ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Rien n'est impossible, euh, mais ça demande un petit peu des compétences différentes quand même. Ok. Et alors, pour en arriver jusque là, tu voulais faire quoi quand t'étais petite?
Alors, mon premier métier, je voulais faire inventrice. Je voulais inventer des Inventrice. trucs, voilà. Ok. Mais c'était un peu vague. J'ai essayé d'inventer des trucs, mais j'avais pas d'idée. Alors voilà, je me suis dit, bon, je vais partir un peu sur autre chose. Et puis j'ai été pas mal influencée par mon entourage, évidemment. Mon père était pilote de ligne. Et du coup, dans, on va dire, toute mon adolescence, j'ai voulu faire pareil. Me dire, bah voilà, je veux faire pilote d'avion, ça a l'air cool, tu voyages beaucoup, il y a un certain prestige au métier et ça avait l'air vraiment chouette. Carrément. Mais je portais des lunettes, donc en fait je savais dès le début que c'était mort, Ah. que ça n'arriverait jamais. Mais bon voilà, je me suis dit bah c'est pas grave, la science fait des miracles, tu trouveras une solution, vas-y par là-dedans. Donc c'est vrai que j'étais tout de suite partie dans l'idée bah voilà, faudra faire des sciences. Je m'en sortais à peu près bien partout dans les matières, enfin j'avais pas de... Enfin, le littéraire me plaisait autant, je lisais beaucoup. Mais c'est vrai que je m'étais toujours partie, bah voilà, les sciences ce sera très bien. Et puis, retournement de situation, quand j'étais plus au lycée, je me suis dit: «Mais en fait, j'aime beaucoup toute la partie artistique. J'adore dessiner, j'aime beaucoup peindre. Je suis pas douée, mais c'est pas grave, j'adore ça». Et du coup, je me suis dit: «Ah bah tiens, tu qu'à essayer de faire ça, un métier plus, artistique». Donc j'ai quand même fait un bac S, à l'époque où ça s'appelait encore comme ça, mais mais je me suis dit: «Ah bah je vais partir dans une prépa art, Ok. parce que après tout, voilà, j'ai envie de faire ça, ça va bien se passer». Et 3 jours avant la rentrée, je me suis dit: «Mais en fait non, c'est pas possible, si je pars en prépa art, plus jamais je ferai des sciences». Alors que l'inverse est pas vrai. Si tu fais des sciences, tu pourras toujours faire de l'art, on va dire, à côté. Ah, tu croyais que ça allait te fermer des portes et que Ouais, tu pourrais plus enchaîner sur de la science après. c'est ça. Je me suis dit: «En fait, si tu commences à devenir, illustratrice, tu vois, tu seras jamais biologiste. Alors que si tu es biologiste, tu pourras toujours dessiner à côté». C'était ça en Mhm. fait mon... Alors bon, j'ai peut-être plus trop la même idée maintenant, mais c'est vrai que voilà, je me suis dit, bah autant, tant que tu sais faire des sciences, c'est que t'es, on va dire, dans le cursus assez facile de, bah, tu sors de lycée. Du coup, je me suis inscrit au dernier moment dans une prépa maths sup, maths spé, Ok. en me disant, bah voilà, au moins tu pars dans les sciences, et puis à n'importe quel moment, si tu veux changer, bah tu changeras, quoi. Donc au dernier moment, t'as pu changer comme ça. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance, il restait une place, j'ai appelé, mais vraiment littéralement 3 jours avant, en leur disant est-ce que c'est possible? Et bon, comme Waouh. j'avais des bonnes notes et j'avais eu une bonne moyenne au bac, ils étaient ravis de me prendre. Ok. Mais voilà, je reconnais que ma vie s'est un peu décidée sur un coup de chance, donc bah voilà, j'en profite, c'est plutôt pas mal. Et puis bah voilà. Et par contre, quand j'étais en prépa, je voulais toujours faire pilote d'avion. Je me suis dit, ah bah tiens, je peux revenir justement à ce rêve de pilote d'avion. Ok. Et j'ai commencé bah voilà, à me dire, bah voilà, essaye de travailler le plus que tu peux. Vraiment, mets-toi le challenge, dis-toi que la prépa, ça va te confronter euh, vraiment au maximum de tes capacités. Mhm. Et que bah, tu iras aussi loin que tu peux. Et ensuite, une fois que tu seras allé aussi loin que tu peux, bah, tu pourras choisir ce que tu veux. C'était vraiment la mentalité dans laquelle je suis partie en prépa. Et que c'est vrai que même dans ma famille, c'était un peu la mentalité qu'on avait en se disant, bah, va le plus loin possible parce qu'en fait, ça t'ouvrira le maximum de portes. Et Mhm. puis, en gros, t'as le temps de décider plus tard ce que t'as vraiment envie de faire. Ok. Ce qui, bon, voilà, a ses défauts aussi, mais voilà, c'était un peu mon idée. Et puis, bah, si je continue, donc donc j'ai fait maths sup, donc maths sup, enfin voilà, maths sup, maths spé avec la filière PC, donc plutôt orientée physique-chimie. Ok. Donc on était assez bien répartis entre maths, physique et chimie. Mhm. Et bah, j'aimais assez les trois matières, enfin c'était assez équivalent pour moi. Ok, donc même jusqu'en prépa, t'étais assez homogène entre les trois matières, t'avais pas de préférence spécialement. C'est ça. En fait, je trouvais de l'intérêt dans chacune des matières. Mhm. Toutes, en fait, ouvraient quand même pas mal de voies. Puis les maths, mine de rien, t'en as besoin dans les deux autres matières aussi. Donc, c'est plus un outil. La physique-chimie, t'apprends plein de trucs sur... Enfin, tu dis, ah bah tiens, tu peux faire à la fois de l'astronomie ou tu peux faire de la science quantique. Enfin, tu vois, ça t'ouvre plein de portes. Alors que la chimie, tu peux faire vraiment bah, de la chimie organique, par exemple, ou tu peux faire Mhm. plus... tu peux partir dans les vaccins ou dans la médecine. Enfin voilà, ça ouvrait toujours plein de portes, donc je me suis pas vraiment décidée. Mais une fois que tu as passé les concours, bah, il faut se décider dans quelle école tu vas. Ben ouais, c'est ça, c'est tu dois choisir en plus à quel concours tu te présentes en fonction des écoles qui sont sous ces concours. C'est ça, exactement. Et en plus, c'est assez catégorisé. Ok. Et donc voilà, bon, j'ai passé pas mal de concours sans trop savoir où j'allais, tu vois. J'ai passé les concours de l'armée de l'air. Enfin voilà, des trucs qui, qui n'avaient rien à voir. Et je me suis dit, bah, j'ai encore le temps de choisir, tu vois, de me dire, je teste tout.
et je choisirais plus tard. Tu vois, je repoussais un peu la date du choix Mhm. parce que j'arrivais pas à me décider et toutes les voies me paraissaient bien. Mais bon, il y a un jour où il faut décider. Et j'ai fait un choix qui n'était pas forcément pour les bonnes raisons. En fait, j'ai toujours voulu partir au Japon. Je suis tombée dans mon adolescence dans les mangas et vraiment c'était un truc certain dans ma vie. Un jour j'irai au Japon. Je sais pas comment j'irai, je sais pas pourquoi j'irai, mais voilà, un jour j'irai découvrir le Japon. Et du coup, en feuilletant un peu les écoles, mon premier critère, on va dire un peu, avant trop de savoir ce qu'ils faisaient, c'est de se dire est-ce qu'il y a un accord d'échange avec le Japon. Ah ouais. Donc, tu vois, le critère qui est pas bon, enfin, tu vois, tu décides pas ta vie là-dessus, mais Ouais, si c'était un objectif pour toi, en fait, c'était un bon moyen, en fait, de pouvoir aller au Japon. bah c'est ça. Mais je me suis dit, Mhm. tiens, parce qu'en fait, j'étais partie du principe que même après ton école, j'aurai encore le choix de ce que je veux faire. En Mhm. fait, j'imaginais pas que l'école allait vraiment me fermer des portes. Ok. C'était plus, bon, ça les rétrécit un petit peu, mais j'aurais encore beaucoup de choix. Et bon, du coup, en feuilletant un peu toutes les brochures, je suis tombée sur voilà, une école d'informatique, l'ENSIMAG, à Grenoble. Et sur leur brochure, ils avaient plusieurs filières, dont une filière de l'image et de la modélisation 3D. Et ils parlaient un peu des anciens élèves qui sont partis dans l'animation, dans le cinéma d'animation, qui sont partis dans la recherche, mais vraiment de la recherche de la modélisation de cheveux ou de ce genre de trucs. Et là, vraiment, ça a fait tilt en me disant ah oui, mais en fait, j'ai qu'à faire ça. J'ai qu'à partir dans le cinéma d'animation, parce que ça pourrait rejoindre mes deux passions qui sont à la fois l'art, le côté vraiment artistique et créatif, et en même Mhm. temps le côté très technique de bah voilà, tu fais de la programmation, donc c'est assez carré. Et puis j'avais encore cette image très scientifique de la programmation. Euh, alors que bon, ça l'est un petit peu, mais peut-être pas autant que de la physique quantique, quoi. Tu vois, enfin, Ouais. c'est un peu plus technique, plus que scientifique, je dirais. Mhm. Enfin, à mon avis, hein, voilà. Et donc, voilà, je me suis dit, ah bah tiens, cette filière, elle a l'air pas mal. Il y a un programme d'échange avec le Japon, check. Et en échange, enfin, et aussi, voilà, il y aura de la modélisation 3D. Et puis, je pense que je pourrais partir dans le cinéma d'animation. Mais tu vois, dans ma tête, j'étais en mode, ah bah, je partirais dans le cinéma d'animation, mais presque en tant qu'artiste, tu vois. En mode, Ouais. ah bah, je ferais de la modélisation 3D, tout ça, alors que c'est pas du tout, en fait, ce que j'allais apprendre à l'école. Mais voilà, je me suis dit, bon, ça va marcher, donc j'ai postulé à cette école et j'ai été prise. Mhm. Cool. Et ouais, voilà, c'était plutôt chouette, ouais. Et du coup, voilà, je suis partie à Grenoble, parce qu'en fait, j'avais fait mes études à Reims à la base, et donc, voilà, je suis partie dans le sud de la France. Enfin, c'est Par rapport à plus ou moins dans le Reims. sud. Ouais, voilà, par C'est le rapport à sud. Reims, tout est dans le sud. Et donc, voilà, je suis partie donc pour faire 3 ans d'école d'ingénieur. Ok. Et donc, voilà, pour apprendre la programmation, j'y connaissais absolument rien, j'avais jamais programmé avant. J'avais fait un petit module d'initiation à la programmation, mais vraiment, je me rappelais de rien. Enfin, tu vois, j'ai vraiment Ok. appris tout de zéro là-bas. Et ça t'avait pas plus plu, justement, cette initiation? Ça t'avait pas spécialement marqué Non, bah tu vois, c'était sympa, mais comme toutes les autres matières étaient sympas. Tu vois, Ok. j'aimais autant l'histoire que ce module-là. Tu vois, il y avait pas de. Ça n'a pas fait tilt, quoi, à ce Mhm. moment-là. Ok. Et alors, comment que c'était? T'as kiffé justement découvrir la programmation? Est-ce que tu continuais aussi également à dessiner? Est-ce qu'il y avait le côté art que tu attendais qui était là ou pas? Alors, la première année, c'est assez difficile parce que c'est très généraliste. Donc, tu vas vraiment apprendre les bases de l'algorithmique. Tu apprends vraiment les bases de la programmation à un très très bas niveau. Donc, on en revient à ce niveau où c'est pas du tout abstrait. Je dis pas que tu écris en binaire parce que, enfin, en 0 ou 1 parce que enfin, plus personne ne fait ça, en tout cas, personne que je connais. Mhm. Mais voilà, c'était vraiment revenir aux bases de la programmation, comment ça marche, comment tu communiques avec un ordinateur. Donc c'était très technique, mais bon, c'était assez intéressant. Et puis, mine de rien, on est confronté tout le temps à l'informatique, sans s'en rendre compte en fait. Mais maintenant, Mhm. on utilise, quasiment tout le monde utilise un ordinateur ou un téléphone. Mhm. Quand tu marches dans la rue, enfin, tu vois sans arrêt en fait de l'informatique. Et donc, c'était intéressant de déconstruire comment c'était fait, de voir un peu l'envers du décor, comment ça marchait. Et donc, voilà, j'ai fait une première année assez généraliste. Il y avait certains trucs que j'aimais bien. Voilà, j'aimais beaucoup l'algorithmique, mais tout ce qui était un peu plus comment marche le hardware ou les trucs très bas niveau, ça me passait au-dessus. Genre l'optimisation, ça m'intéressait pas. Alors que tout ce qui était plus interface utilisateur, donc tout ce qui était visuel, ça me parlait beaucoup plus. Ok. Donc, mais j'avais toujours comme objectif de partir au Japon. Et ça, on m'a dit, ah oui, mais tu peux pas la première année, c'est à la fin de ta deuxième année, si tu n'as jamais passé les rattrapages. Il faut que tu passes
toujours du premier coup. Ah ouais, c'était sélectif quand même. Ouais, mais c'est aussi une sacrée motivation à pas passer au rattrapage. Tu Donc autant m'étonnes. dire que j'ai bien bossé. Mais à la limite, c'était pas plus mal. Hein. Mm, Donc voilà, j'ai vraiment c'était bah voilà, je suis sortie quand même parce qu'on va pas se mentir, l'école d'ingé c'est un peu comme l'école de commerce. Hein. Il y a beaucoup de soirées et d'activités. Surtout quand tu sors de prépa, tu vois, t'as beaucoup donné pendant 2 ans, donc t'as besoin de te détendre. Ouais, est-ce que t'as trouvé ça quand même un peu plus simple que la prépa? Euh, Comme beaucoup en fait, de ce que j'ai ouais, entendu, une fois que t'es sorti de la prépa, que t'arrives en école d'ingé, en général, tu trouves ça quand même plus cool. c'était plus simple. C'était plus simple, mais j'étais quand même contente d'avoir fait la prépa parce que ça m'avait appris une certaine rigueur et une Mhm. rapidité à faire les trucs, Ok. à intégrer les concepts nouveaux. Enfin, quand on m'expliquait un truc, j'arrivais très vite à le comprendre parce qu'en fait, pendant 2 ans en prépa, on va tellement vite sur les sujets qu'il faut vraiment que, enfin, ta capacité d'analyse et de synthèse, elle s'améliore vachement en prépa. Et Mhm. donc à la limite, c'est plus ça que j'ai appris de la prépa, c'est vraiment être très synthétique, à aller droit au but sur bah voilà, tu as, on va dire, un dossier d'information, tu dois en tirer une page de synthèse. Bon, bah, quels sont les éléments importants à récupérer? Et donc, ça, c'est vrai que ça a été assez utile en école. Il y avait des personnes qui venaient de backgrounds assez différents et qui avaient peut-être plus de mal, justement, vis-à-vis de ça, à s'en sortir. Mhm. Et donc, quand je suis arrivée en deuxième année, il a fallu choisir, on va dire, une filière un peu plus spécialisée. Ok. Et donc, c'est là où j'ai voulu choisir la filière, justement, modélisation et 3D. Enfin, je dis modélisation, mais c'était pas exactement ça, c'était image, je sais plus quoi. Enfin, bon, bref, on s'en fout un peu. Euh, mais j'ai vu qu'il y avait aussi en fait un nouveau master qui était un master de recherche. Et en fait, c'était un double diplôme, à la fois avec l'école, on pouvait choisir l'école qu'on voulait, enfin la filière qu'on voulait, Ok. et le master de recherche de la fac d'à côté. Et Ok. le gros avantage de cette double filière, on va dire, c'est que les cours étaient en anglais et que la classe était internationale. Et je me suis dit, en fait, si mon objectif c'est de partir au Japon, il faut que je m'améliore en anglais. Parce que voilà, je peux pas partir à l'étranger sans pouvoir être autonome. Euh, Enfin, ça, voilà, ça me paraissait en fait une évidence qu'il fallait que je m'améliore en anglais. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être sympa d'avoir tous les cours en anglais, d'avoir à la fois la filière que je veux, Mhm. et en même temps ce double master en recherche. Et en plus, c'était de la recherche sur plus l'interface utilisateur, donc la UI et la UX. Euh, Ok. mais le côté recherche, bah voilà, comment tu développes en fait des nouvelles façons d'interagir avec la machine. Donc, Mhm. par exemple, en faisant des gestes au lieu d'utiliser ta souris. Mhm. Voilà, ce genre de truc assez, enfin, de recherche, donc que les gens n'utilisent pas forcément au quotidien, mais bon voilà, c'était quand même très intéressant. Et donc voilà, j'ai passé cette deuxième année dans une classe vraiment internationale, donc ça c'était super chouette, même d'un point de vue personnel en fait, de pas avoir des gens qui sont issus de ton même milieu, mais voilà, des gens qui venaient d'Inde, d'Allemagne, Ouais, d'Amérique c'était du Sud, vraiment voilà. international. Il y avait combien de On était une Français? trente de Français, on Combien? devait être 6. Et Euh, d'internationaux? Bah, on était une classe de 30, donc tu vois, Ah il devait oui. y avoir 25 personnes. Ah oui, donc c'était Donc, quand même pas une majorité français. C'était vraiment bien tout mélangé, quoi. alors je me rappelle plus trop, tu vois, je veux pas trop m'engager là sur ces chiffres, mais voilà, c'était assez bien équilibré. Enfin, on parlait tout le temps en anglais, même entre nous, parce que Ok. on n'était pas une majorité de francophones. Ouais. Ok. Et donc voilà, donc là j'ai postulé pour aller au Japon. Enfin, j'avais le droit, donc j'ai postulé. Parce qu'en fait, il y avait aussi très peu de place pour y aller. Ouais. Et j'ai été prise pour partir. Oui. Voilà, c'était. Je t'avoue que j'ai un peu sautillé dans ma chambre le jour où j'ai appris la nouvelle. Ah, tu m'étonnes. Parce que j'aurais été un petit peu déçue de ne pas partir. Mais bon, voilà, tout s'est bien passé, j'ai été prise. Et en fait, ce qui était vraiment chouette avec ce programme, c'était un programme d'échange culturel. Donc en Mhm. fait, une fois au Japon, j'ai pas du tout fait de programmation. J'ai fait vraiment les cours que je voulais à l'université d'Osaka. Parce que Mhm. le but, c'était d'avoir une ouverture en fait culturelle et sociale sur enfin sur un nouveau pays qui était le Japon. Donc en fait, Donc t'étais pas obligé de prendre des cours de programmation liés à ton parcours. Tu pouvais, par exemple, prendre des cours de japonais. Ou exactement. Bah, d'ailleurs, ils étaient obligatoires. oui. Ok. Voilà, les cours de japonais. Mais c'est ça, en fait, c'était une année de césure. Donc cette année n'a pas compté dans mon cursus. C'était vraiment voilà, une année un peu de break, entre guillemets, où le but c'était voilà, d'essayer d'explorer des trucs. Oh, Et trop autant bien. dire que. Voilà, moi j'en ai profité pour faire tout sauf des matières scientifiques. Ah, tu Euh, je- m'étonnes.
voilà, j'ai fait de la sociologie, j'ai fait de l'anthropologie, j'ai fait des gender studies, j'ai fait voilà, tout ce qui est histoire de l'art. Enfin voilà, j'ai essayé de prendre tout ce que je pouvais. Alors tous les cours étaient en anglais, donc il n'y avait pas autant de cours que ce que l'université propose, Mhm. évidemment. Mais il y avait quand même voilà, beaucoup euh, de sujets différents. Et franchement, ça a été, je pense, l'année où j'ai le plus grandi, Mhm. on va dire, à titre personnel, Ouais. parce que quand tu te confrontes, on va dire, à la sociologie, quand on l'a jamais fait en fait dans ton cursus scolaire, Mhm. ça t'ouvre, on va dire, une nouvelle façon de voir le monde et une nouvelle façon de comprendre les choses. Les gender studies, c'était incroyable aussi pour comprendre comment on vit, de la façon dont on vit. Et le fait de le faire à l'étranger, ça permettait en fait de se mettre dans un environnement différent, de sortir de sa zone de confort et de se dire, bah, en fait, voilà, j'ai un an pour apprendre plein de trucs. Et bah, du coup, tu te forces à. Enfin, tu te forces. Tu t'es poussé à découvrir plein de choses, Mhm. à te dire, bah, je connais pas cette activité, bah vas-y, je vais tenter parce que de toute manière, je suis là qu'un an et c'est le moment d'en profiter. Ouais. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai fait. Ça a été un an voilà, de découverte et assez chouette. Voilà. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah non, j'imagine, ça doit être trop bien. Et puis surtout, étudier des thèmes comme justement les gender studies, donc les études de genre, et la sociologie, d'un point de vue aussi d'un autre pays, parce qu'au final, tout ça, on l'intègre un peu, en fait, parce qu'on vit dans une société, et donc dans la société française pour notre cas. Mais ensuite, une fois que c'est enseigné dans un autre pays, au final, c'est peut-être une autre vision également de cette matière, quoi. Et ça doit être super intéressant à confronter justement ces cultures et ces points de vue, quoi. Et bah, c'est exactement ça. En fait, ce qui était chouette, c'est que comme c'était les cours en anglais, il y avait beaucoup d'autres étudiants internationaux qui étaient là. Et donc, en fait, quand tu abordes des sujets, on va dire, tels que la famille, et ben, quelqu'un qui vit en Amérique du Sud n'a pas du tout la même vision que quelqu'un qui vit en Asie ou que quelqu'un qui Mm. vit en Europe. Et en fait, c'est intéressant de. Ça force à remettre en question énormément de choses qui paraissent aller de soi quand tu es dans un milieu homogène. Mhm. Et en fait, quand tu es confronté à une autre vision, quelqu'un qui dit ah oui, mais moi je vois pas du tout mes parents de cette façon-là, ou le couple de cette façon-là, ou tout ça, ça force en fait à se poser plein de questions et à se dire ah bah tiens, en fait, ma façon de penser ou de vivre, elle est pas du tout universelle, elle est très centrée, on va dire, sur mon pays, la façon dont j'ai vécu. Et du coup, ça force en fait à remettre plein de choses en question. Et c'est pour ça que je dis que voilà, moi ça m'a appris plein de trucs parce que. Et puis, euh, comment dire, je pense que c'est aussi intéressant après, même plus tard dans la vie, de se rendre compte en fait que, surtout dans le jeu vidéo par exemple, où on travaille avec des équipes qui sont partout dans le monde, et ben en fait c'est intéressant de se dire que bah voilà, ta vision des choses elle est pas la même parce que forcément t'as pas du tout le background culturel et social qui va avec. Et donc ça permet aussi un peu plus de souplesse et je dirais, d'adaptabilité Mhm. vis-à-vis des autres cultures. Et même quand tu fais un jeu, tu te dis que tu vas pas forcément le faire pour des joueurs qui font partie de la même culture que toi, mais aussi des joueurs qui ont d'autres cultures. Et ça permet en fait de garder à l'esprit que, par exemple, tu vas représenter une famille dans un jeu, bah faut se dire que cette représentation elle est pas du tout universelle et qu'il y a peut-être des joueurs et des joueuses qui vont pas du tout y être sensibles parce que pour eux ça représente pas la même chose. Et donc je pense que c'est intéressant dès que tu fais de la création de se dire bah en fait euh, je- ma création elle emporte avec elle euh, tout mon passé on va dire tout mon Mhm. bagage et enfin, voilà, c'était intéressant pour ça. Ouais, non, c'est passionnant. Ouais, non, j'avoue, ça devait être une expérience géniale. Et donc, Et tu reviens. en fait, je vais rajouter un petit point qui Vas-y. est pas du tout anodin. C'est qu'en fait, j'avais quand même beaucoup de temps libre. J'avais beaucoup de temps libre et je me suis dit, en fait, quand je vais rentrer en France, je vais devoir trouver un stage. Et le problème, c'est que bah, j'ai pas forcément grand-chose à mettre sur mon CV. J'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai pas fait de stage. Enfin, j'ai fait un stage en première année, en deuxième année, mais qui étaient pas. Bon, qui m'ont plu, hein, qui étaient intéressants, mais qui n'ont pas forcément révolutionné, on va dire, mon profil. Et donc je me suis dit, bah attends, j'ai du temps libre. Le jeu vidéo, ça ramène pas mal le côté créatif et le côté technique. En plus, j'avais commencé à jouer pas mal en école d'ingénieur, on m'avait passé des jeux, bon, enfin, je jouais pas mal quand j'étais plus jeune, mais sans me rendre compte que je jouais. Tu vois, je m'identifiais pas comme gameuse, on va dire, Mhm. parce que pour moi, bah voilà, je jouais aux Sims, mais c'était pas vraiment un jeu vidéo. Tu vois, j'avais encore cette vision très biaisée que le jeu vidéo, euh, c'est euh, c'est Mario, c'est Zelda, et j'ai jamais joué quand j'étais petite. Tu vois, moi j'ai joué aux Sims, j'ai joué à des jeux ah, j'ai oublié le nom. Comme Civilisation, Oui.
Où tu construis une civilisation Voilà, style Anno ou Age of exactement. Empire, des choses comme ça. Voilà. J'ai joué des heures à Age of Empires, mais pour Mm. moi, c'était pas des jeux vidéo parce que tu contrôlais pas un personnage. Enfin, tu vois, j'avais vraiment une vision biaisée Ah, d'accord. parce que je connaissais personne dans mon entourage ne jouait, donc en fait, c'est juste, bah, voilà, Jade, elle passe du temps sur son ordi, elle fait ses trucs, mais c'est pas vraiment du jeu vidéo. Et une fois que je suis arrivée en école, j'ai découvert Assassin's Creed 2, Mm. donc d'Ubisoft, et vraiment, j'ai pris une claque monumentale. Enfin, je rentrais le midi pour jouer, j'arrivais limite en retard en cours parce que je voulais jouer, et vraiment, je me suis dit, mais j'adore, enfin, ça m'a complètement passionnée. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire un petit jeu de mon côté, on va bien voir si ça me plaît. Et puis il se trouve qu'entre-temps j'étais avec quelqu'un qui jouait beaucoup et qui m'a aussi fait découvrir un peu enfin voilà, sa passion et tout ça. Et donc on s'est dit, bah tiens, on va essayer de faire un petit jeu ensemble, parce que c'est aussi quelqu'un qui avait des compétences là-dedans. Et on va essayer d'apprendre ensemble comment ça marche. Donc on a lancé le moteur Unity, Ok. et qui est un moteur assez classique pour les gens qui font leur jeu, enfin plus pour les petites équipes, même s'il commence à y avoir des grosses équipes qui viennent dessus, mais voilà, ça marche très bien pour les gens qui débutent, ou voilà, pour Donc un milieu c'est intermédiaire. accessible à tout le monde, faut payer peut-être un Non, minimum, je sais pas. Non, c'est free? non, non, en fait c'est gratuit et ça devient payant à partir du moment où tu sors un jeu et que tu gagnes de l'argent dessus, à partir d'un Ah, certain montant. ok. Donc c'est pas mal si tu veux en fait te lancer, il y a énormément de tutoriels, il y a une communauté qui est assez active, et ça permet en fait de... le moteur est complet en fait, tu peux vraiment faire plein de trucs, plein de types de jeux différents. Et en plus, tu te dis, bah voilà, même si je le sors un jour, à moins que je gagne, je sais plus, à l'époque, c'était peut-être 200 000 $ par an, Ah oui, faut y aller j'ai quand pas même. de royalties à payer, j'ai pas à donner de l'argent au moteur. Donc tu te dis, ah bah tiens, ça me coûte rien d'essayer de faire un jeu, quoi. Ouais. Et donc j'ai commencé à faire ça et j'ai vraiment adoré. Que ça soit faire donc, du game design, donc plus le moment où tu réfléchis aux mécaniques du jeu, donc qu'est-ce que la personne qui joue pourra faire, quelles sont les interactions possibles, les interactions entre les joueurs et tout ça. J'ai adoré, j'ai fait beaucoup d'animation et beaucoup de graphisme. C'est-à-dire, bah, en Mhm, fait, il y a un moment où il faut pouvoir voir quelque chose dans ton jeu. Donc, voilà, je me suis dit, bah, comment l'animation ça marche. mhm. Effectivement, je faisais toute la partie programmation. Enfin, j'étais pas toute seule, hein, mais voilà, on était deux à faire la partie programmation. Et toute la partie sound design. Parce qu'en fait, un jeu, s'il n'y a pas de son, c'est très plat. Enfin, t'as vraiment besoin de. Tu t'ennuies un peu, quoi. Ouais, voilà. Et en Mm. fait, des fois, on se rend même pas compte du sound design, on s'en rend compte que quand il est pas là ou qu'il est mal fait. C'est Oui. juste que ça améliore tellement ton expérience, Mhm, mais c'est rare que tu dises, ah tiens, ce son il est parfait. Mais mm. c'est juste qu'il serait pas là, Bah, le jeu serait moins agréable. c'est un peu comme quand quelque chose est bien fait, tu t'en aperçois pas, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et enfin voilà, donc du coup, je me suis vraiment essayée à voir le jeu dans son ensemble, Mhm. pas que la partie programmation, mais vraiment euh, même donc les shaders. Donc je sais pas si les gens savent ce que c'est qu'un shader, mais voilà, c'est plus une partie technique de la 3D. Je vais pas rentrer dans les détails. Ok. Ou de la 2D d'ailleurs. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, ça va être Ok. beaucoup trop long parce que c'est un sujet passionnant. Euh, mais voilà, j'ai vu vraiment plein de choses et je me suis dit en fait ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est extrêmement riche, c'est extrêmement créatif, et même la partie programmation elle est créative parce que tu te dis ah bah tiens, j'aimerais bien que mon personnage il ait un inventaire, il trouve des items sur le sol et il le mette dans son sac à dos. Mhm, Et en fait tu te dis bah j'ai cette idée là, bah, je peux la faire en fait. Je suis mhm. complètement autonome parce que bah, je sais dessiner vite fait. J'ai une idée, donc bah, l'idée elle est là, et bah maintenant je sais programmer, donc bah, je peux le faire moi-même. Et du coup t'essayes, tu vois si c'est rigolo ou pas, et puis tu dis ah ouais mais en fait on pourrait avoir des sorts en plus, et bah paf tu le rajoutes. Et en fait tu te rends compte que avant il y avait rien, et toi t'arrives, et tu t'arrives à créer un univers complètement. Et ça c'est un sentiment mais qui est vraiment magique je trouve, et bon je pense qu'il est partagé par plein de gens qui font de la création, c'est de se dire bah voilà, il y avait rien et je peux vraiment apporter quelque chose, et il n'y a pas vraiment de limite à ce que je peux faire. Alors bon, dans l'absolu, il y a des limites parce que quand tu es tout seul, tu peux pas forcément faire un gros jeu. Mais au moins dans l'idée, sur le principe, tu te dis bah voilà, je peux faire ce que je veux, et si j'ai une idée, bah, je peux la transmettre à tout le monde parce que j'arrive à le faire, quoi. Ok. Et c'était quoi alors ton jeu? Alors, c'était ce qu'on appelle un roguelike. Un roguelite même pour être précis. Donc en fait c'est un jeu où c'est des parties qui sont souvent assez courtes, mais où il y a énormément d'aléatoires et donc chaque partie ne se ressemble pas. Un des jeux qui m'a beaucoup inspiré, c'est Binding of Isaac, où en gros tu déplaces un petit personnage, tu es dans un donjon, donc tu dois passer de salle en salle, Mhm. et à chaque fois tu tombes sur des objets différents qui vont améliorer tes capacités de façon différente. Et en fait c'est super rigolo à jouer parce que chaque partie ne se ressemble pas.
Mhm. Et donc ça pousse toujours à en faire d'autres parce que tu dis, ah bah tiens, je vais trouver un item différent et ça va m'amener dans un autre endroit, etc. Et donc voilà, je voulais faire ça comme jeu dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, en Ok. mode, ah bah tiens, tu contrôlerais Alice et on va dire chaque étage du donjon, ce serait un élément, on va dire, dans le livre, donc la chenille, le limpin blanc et tout ça. Et du coup, tu pourrais te déplacer à travers cet univers. Et c'était chouette parce que il y avait déjà, on va dire, beaucoup d'idées qui étaient là, parce que je Mhm. m'inspirais du livre, mais en même temps, ça permettait de prendre des libertés créatives complètement dingues, en fait. Tu pourrais dire, ah bah tiens, en fait, la chenille, elle est gentille, alors que le lapin, il est méchant. Mhm. Et c'est juste que tu reprends des éléments qui existent déjà, mais tu t'en fais ce que tu veux, quoi. Ok. Alors, on n'a jamais fini ce jeu, Ouais, parce ce que que j'allais dire, est-ce qu'il est accessible quelque part? Est-ce qu'on peut y jouer? non, 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 non. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que quand t'es peu nombreux, il faut vraiment pas être ambitieux sur ton jeu. En fait, tu peux pas. C'est extrêmement long de faire un jeu. Je m'en Mm. rendais pas compte, mais en fait, ça demande tellement, tellement de temps et d'investissement. Tout prend du temps. Faire les animations. Et surtout quand tu fais tout, enfin, Quand soi-même. tu fais tout Parce seul. que. C'est ça, parce que. euh, Faire les animations, ça prend énormément de temps. Ensuite, il faut faire le code qui va avec, il faut faire le level design, le game design, le sound design, la UI, la UX. Et en fait, c'est vertigineux tout ce qu'il y a à faire. Et donc, du coup, voilà, l'erreur que je pense que tous les débutants font, c'est d'imaginer un jeu qui soit trop grand pour ses capacités et son Mhm. niveau d'expérience aussi, parce que j'en avais jamais fait avant. Donc, je pense que maintenant, il faudrait que je réouvre ce projet juste pour me rendre compte en fait des erreurs que j'ai faites euh, avec bienveillance. Tu vois, c'était normal avec mon niveau Mhm. de faire ce genre d'erreur, mais de se dire que bah voilà, maintenant avec un peu plus d'expérience, jamais je ferais comme ça et ça irait beaucoup plus vite. Et voilà. Mais bon, donc ce projet de jeu, voilà, c'était plus une initiation au jeu et pour se rendre compte si j'aimais bien ça ou pas. Ok. Mais ça restera voilà, dans mon jardin secret Ouais. des jeux pas sortis quoi. Mais après, c'est sûrement une expérience donc, qui t'a amené à postuler à Ubisoft pour chercher un stage, c'est ça? Après, t'as voulu Ex- chercher dans le jeu vidéo. Bah c'est ça. En fait, je m'étais déjà dit Ubisoft, ça me plairait pas mal, surtout après avoir joué à Assassin's Creed. Je me suis dit ah mais ce serait dingue si tu faisais un Assassin's Creed. Enfin, ce serait genre vraiment une consécration. Mais tout le monde en fait me disait mais en fait c'est impossible de rentrer dans le jeu vidéo. Enfin, beaucoup de gens en école d'ingénieur, surtout en informatique, veulent rentrer dans le jeu vidéo. Et au final, il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont. Mhm. Pas forcément parce qu'ils n'y arrivent pas, hein, c'est aussi parce qu'au bout d'un moment, tu dis ah bah non, je veux plutôt aller ailleurs. Mais c'est vrai qu'en début d'école, beaucoup de gens veulent faire ça. Et tout le monde te dit mais en fait non, c'est impossible, il n'y a pas de place, les conditions sont très dures et tout ça. Donc je m'étais dit bon bah je vais postuler, mais on verra bien si ça marche. Mais voilà. En parallèle, j'avais aussi postulé à plus un studio de cinéma d'animation. Tu vois, je m'étais pas fermé la porte que jeux vidéo. Ok. Voilà. Et donc j'ai postulé à Ubisoft, j'ai fait tous les entretiens, donc il y en avait pas mal, tous les entretiens techniques et tout ça, et j'ai appris que j'ai été prise. Et autant dire que ça a été de nouveau un jour incroyable pour moi, Tu m'étonnes. avec vraiment voilà, enfin en plus, bon j'avais vraiment tout, enfin comment dire, je m'étais beaucoup investie avant les entretiens techniques, j'avais énormément bossé parce que je savais qu'ils faisaient des entretiens en C++, ce que j'avais jamais trop vu moi en cours. Et donc, en fait, en rentrant du Japon, donc j'ai eu 6 mois avant de postuler en stage, et pendant 6 mois, bah voilà, je faisais des petits exercices en dehors des cours, juste pour me dire, bah, en fait, à un moment, si tu veux être prise, il faut vraiment que tu donnes tout, quoi. Essaye au moins de donner ton maximum, et tu verras si ça paye, mais au moins tu n'auras pas de regrets en disant j'aurais pu faire plus, quoi. Ah ouais, donc en gros, t'es rentré du Japon, t'es retourné à l'école pendant 6 mois avant Ouais, de pouvoir postuler pour ton stage, et pendant ces 6 mois à côté de tes cours, tu bossais à fond dans l'optique de pouvoir passer ces entretiens techniques, etc. c'est ça, c'est exactement ça. Ah oui, tu Alors, savais bon, déjà comment ça allait se passer? Ils sont transparents avec ça ou alors, il se trouve que j'avais euh, un ancien élève de mon école qui était justement à Ubisoft et qui m'avait Mhm. raconté comment se passaient les entretiens. Ok. Et donc, je savais que c'était pas mal de l'algorithmique en C++. Mhm. Et donc, je m'étais dit, bah, il y a un moment, il faut que tu t'entraînes là-dessus, à faire de l'algorithmique, parce qu'en fait, plus t'as d'expérience, plus c'est facile de résoudre les problèmes, Mhm. parce que t'as un bagage derrière qui vient avec. Et donc, je m'étais dit, bah, puisque c'est pas l'école qui va m'apporter ça, parce que voilà, en école, on voyait plein de trucs, mais c'est vrai que enfin, j'ai vu plein de trucs intéressants, hein. J'ai vu comment on modélisait la 3D, comment ça marchait, voilà, tout ce qui était
les vertex, les shaders, tout ça. J'ai fait aussi beaucoup de UI et du X, donc essayer de comprendre, bah tiens, comment tu peux faciliter la vie de ton utilisateur, comment tu peux faire en sorte que interagir avec une machine, ça soit pas un calvaire, mais que ça soit en fait évident, que dès que la personne veut faire quelque chose, bah, en fait, elle sache tout de suite comment faire. Donc voilà, j'ai quand même appris des trucs qui sont très importants aujourd'hui dans mon métier. Mais c'est vrai que voilà, sur la partie technique, je me suis dit, bah voilà, je vais essayer de pas mal bosser. Donc voilà, j'ai eu les entretiens et j'ai été prise pour faire un stage de 6 mois de fin d'études à Ubisoft Paris. Et j'ai été prise sur le jeu Ghost Recon Wildlands, donc qui est un jeu, on va dire, un shooter militaire. Un peu un Call of Duty ou Exactement. un jeu de pan-pan-pan, quoi. Ouais, voilà, je l'aurais pas mieux dit. Ce qui était en plus pas du tout le genre de jeu auquel moi je jouais. Okay. C'est vrai que moi je suis plus sur les jeux d'aventure et d'exploration, et c'est vrai qu'un jeu de guerre, bon, c'était pas ma passion, mais après tout, j'étais prise, donc j'allais pas faire la fine bouche, hein. J'étais déjà tellement contente de rentrer dans le studio. Et je suis rentrée dans l'équipe exposition, donc c'est ceux qui en plus font la UX et la UI du jeu. Et donc en fait ça tombait super bien parce que c'est ce que moi j'avais fait pendant mes études. Et donc j'avais déjà un petit peu les connaissances théoriques sur ce que c'était, parce que bah, voilà, j'avais fait ça pendant mes 2 années spécialisées en école. Et donc là, bah, voilà, pendant 6 mois, j'ai travaillé sur ce jeu. En plus c'est intéressant parce que je suis arrivée à la toute fin du jeu, et donc j'ai vu le moment où le jeu est sorti, et j'ai travaillé en fait sur les patchs d'update, enfin les mises à jour en fait qui sont sorties après. D'accord. Et donc le moment, en fait le jour où le jeu est sorti, donc moi ça faisait 3 semaines que j'étais arrivée dans la boîte, mais j'ai quand même été super heureuse de voir que des gens jouaient sur un jeu auquel j'avais participé. Alors, tant dire que 3 semaines en stage, tu fais pas forcément grand chose, mais tu vois, j'avais cette satisfaction de se dire, c'est incroyable, j'ai fait un truc et les gens jouent et les gens adorent, enfin, parce qu'en plus le jeu a été assez bien reçu. Et vraiment, c'était un sentiment ultra grisant en fait. Et puis, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que quand t'arrives en soirée et que tu dis, ah bah tiens, moi j'ai travaillé sur ce jeu-là, et puis t'as des gens qui disent, ah mais je connais et tout, j'adore. Enfin, c'est super quoi. Ouais. Tu... C'est très valorisant. Et en plus, comme moi je suis passionnée de jeu, tu peux discuter avec des gens qui ont joué et ils te parlent de eux, comment ils ont vécu le jeu. Et toi, t'as la version, t'as l'envers du décor. Et tu te dis, ah tiens, c'est rigolo, eux ils aiment faire ça alors que ça a été horrible à faire. Ou alors à côté de ça, tu te dis, ils adorent ça alors qu'en fait c'est un malheureux accident si ça marche comme ça, tu vois. Et c'est super satisfaisant en fait de voir un peu ouais, voilà, l'envers du décor. Et donc voilà, donc ça a été mes 6 mois de stage. Et puis j'ai été prise ensuite en CDD, donc toujours à Ubisoft Paris, toujours dans la même équipe, mais cette fois on a travaillé sur la suite qui s'appelle Ghost Recon Breakpoint, qui est sortie en octobre de l'année dernière, donc en octobre 2018. Ok. Donc voilà, j'ai passé 2018 ou 2019 2019, pardon, Ok. t'as raison, de 2019. Nous sommes en 2020, et oui. Oui, voilà, on s'y perd un peu, mais voilà. Mais du coup, voilà, j'ai passé 2 ans donc sur Ghost Recon Breakpoint, et en fait, je suis arrivée au tout début du projet jusqu'à la toute fin. En fait, le jeu a été assez vite à faire parce que c'était, on va dire, une suite, donc il y avait beaucoup d'éléments qu'on n'a pas dû refaire, tels Ouais, que le déplacement du personnage. Les graphismes et tout aussi étaient... le personnage... Si, peut-être l'allure du personnage changeait un peu. Non, alors le graphisme a énormément changé Ouais. parce que ça se passait pas du tout dans le même monde. Oui. Le premier se passait en Amérique du Sud, alors que le deuxième se passait sur une île imaginaire, plus à côté de la Nouvelle-Zélande. Ah oui, Donc tu d'accord. vois, visuellement ça se ressemblait pas du tout, mais à la limite c'était pas ça mon boulot, donc enfin pour moi ça changeait pas grand-chose. Mais du coup voilà, c'était très intéressant de voir, bah en fait au début t'as une phase de conception où t'as énormément d'idées qui fusent, où même nous en tant que programmeurs, bah voilà, on échange avec les designers en leur disant ah bah tiens ça serait intéressant qu'on ait ça. Enfin voilà, il y a une vraie émulsion créative à ce moment-là. Et puis c'est aussi le moment où tu fais beaucoup de prototypes. Donc ça veut dire que quelqu'un a une idée, tu dis ah bah tiens, elle coûte pas très cher à tester, on va voir si ça marche. Donc tu codes beaucoup, mais c'est beaucoup de la création quoi. Tu t'en fous si c'est pas super optimisé. Alors bon, t'essayes quand même parce que, enfin, il y a un moment où plus tu t'es rigoureux, plus ça devient facile de l'être. Mais c'est vrai que voilà, il y a un moment très bon bah on sait que ce qu'on va faire, on va pas le garder jusqu'au bout du projet. Ce sera sûrement refait parce que voilà, l'idée elle va évoluer au fur et à mesure. Mais c'est vraiment un moment super satisfaisant où toutes les semaines, tu es sur un sujet différent, tu implémentes des nouvelles features, donc le jeu s'enrichit énormément, très rapidement. Il n'est pas stable du tout, hein, ça crache tout le temps,
mais c'est pas grave en fait, parce que t'as ce côté créatif qui est très très présent. Puis ensuite, tu passes plus dans une phase de production, où là, il y a il y a beaucoup plus de monde qui arrive. Nous, sur Breakpoint, on a eu un pic à 800 personnes, je crois, Waouh. réparties dans plein de studios différents à travers le monde. Juste des développeurs. Non, 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 tout type de métier confondu. Ah oui. Donc des artistes, des designers, des testeurs, des chefs de projet, et puis plein de métiers que je connais même pas, tu vois, Mais des quand métiers même, support. ok. 800 personnes, waouh. Voilà, et donc ça demande aussi pas mal de... tu travailles pas pareil quand tu es dans une équipe de 5 que quand tu es dans une équipe de 800. Ça paraît évident, mais, mais c'est vrai que déjà, il faut être beaucoup plus rigoureux, parce que tu peux pas faire de l'à peu près, parce que si tout le monde fait de l'à peu près, ça marche pas. En même temps, c'est énormément de communication, parce qu'en fait, si tu gardes l'information pour toi, ça va jamais marcher, en fait. Il y a un moment, surtout si les gens qui sont à l'étranger, qui parlent pas la même langue, il faut pouvoir communiquer avec eux, parce que sinon, tu vas vite rentrer en conflit, alors qu'il n'y a pas de raison. Et donc voilà, donc ça c'était la phase de production, on était franchement très nombreux. Et puis ensuite il y a la phase, on va dire, plus de stabilisation, où, donc ça c'est à peu près 1 an avant la sortie, où tu te dis, bah voilà, maintenant il faut que le jeu il fonctionne dans tous les cas, faut pas qu'il crache, faut pas qu'il y ait de bugs, il faut qu'il soit à un niveau de qualité exigeant, voilà, il faut que ça soit propre. Et donc là tu rentres dans une phase beaucoup plus de debug, où ça va vraiment être de la qualité, qui t'a des fois supprimé des features que tu avais fait. Alors quand j'ai feature, c'est par exemple... des éléments. Ouais, voilà, des éléments, on va dire, par exemple, peut-être que le joueur, il pouvait être en deltaplane, puis tu te rends compte que c'est pas stable, il y a beaucoup trop de bugs, et tu dis, bah, en fait, finalement, la plus-value pour le joueur, elle est pas énorme d'être en deltaplane, donc tu supprimes complètement la partie deltaplane. Ok. Et donc ça, si toi, t'as travaillé pendant 6 mois sur le deltaplane, c'est un peu frustrant. c'est un peu dur aussi. Voilà, et en même temps, tu sais que c'est pour, en gros, la bonne cause. Tu te dis, bah ouais, mais en même temps, si c'est pas stable et que ça rajoute rien, bah il faut pas forcément mettre de l'ego là-dedans. Il faut se dire, bah en fait, on est une équipe qui travaillons pour faire un jeu qui soit beau et plaisant. Donc, il y a un moment, il faut accepter que des choses que tu as faites, elles se retrouvent pas. Et c'est pas grave, en fait. Bon, la première fois que ça t'arrive, ça te saoule. Et puis, maintenant, tu te dis, bah ouais, mais en fait, l'idée qu'on a eue à la place, elle est bien mieux. Et donc, on arrive à prendre du recul là-dessus. Enfin, c'est pas dramatique. Après, moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir un truc sur lequel j'ai bossé énormément qui a été supprimé. J'ai eu des petits trucs qui ont été supprimés. Beaucoup de petits trucs qui ont évolué et qui ressemblent plus du tout à la première version. Ce qui est normal, donc, à la limite. Voilà, ce qui est tout à fait normal, parce qu'en fait, tu peux pas avoir une idée de génie dès la première, en fait, enfin, c'est comme les films, en fait, le scénario, tu l'écris 10 fois avant de réussir à trouver la bonne version, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est une période qui est assez différente. C'est rigolo, parce qu'en fait, même au sein d'un même projet et de la même boîte, t'as vraiment des phases de projet qui font que ton quotidien n'est pas du tout le même. Et c'est vrai que bah, voilà, moi, ce que je faisais, c'était énormément de communication avec les artistes, les designers, les chefs de projet. Et c'est assez chouette, parce que, par exemple, bon, j'ai fait pas mal de gameplay, des éléments du jeu, mais j'ai aussi fait des outils. Se dire, ah bah tiens, là, les artistes, ils galèrent à faire un truc, ça fait 10 fois qu'ils galèrent sur le même truc, bah attends, je vais essayer de leur faire un petit outil qui va leur simplifier la vie. Et donc ça se retrouve pas dans le jeu, enfin, évidemment, personne ne le voit, mais c'est plus un côté, voilà, support. Tu te dis, ah bah tiens, les compétences que j'ai, elles peuvent servir d'autres corps de métier, sans forcément que ça soit visible pour le joueur. Donc ça, c'est aussi satisfaisant, parce que c'est... Bah, ça aide quand même à la production du jeu en facilitant le travail des autres équipes, quoi. C'est exactement ça. Donc voilà, c'était un peu les différents aspects, ceux sur quoi j'ai travaillé. Et puis, donc le jeu est sorti. Donc ça, c'est pareil, c'est aussi une sacrée consécration, on va dire. Surtout quand il est depuis le début, quoi. Exactement. Ça fait 2 ans que tu travailles sur le sujet. Ça fait 2 ans que tu en parles à personne, parce qu'évidemment, il y a énormément de confidentialité. Donc, tu vois, même la personne avec qui je vis ne savait pas tous les détails de ce sur quoi je travaillais. Je lui avais dit, enfin voilà, j'avais dit plus ou moins les trucs, mais pas forcément des détails. Ou la personne ne savait pas sur quelle île c'était, par exemple, ou ne savait pas du tout l'univers, ou l'histoire, ou quoi que ce soit. Mais il savait quand même le jeu sur lequel tu travaillais. Ouais, mais il savait pas le nom. Enfin, tu vois, j'avais gardé beaucoup de secrets, parce que tu signes un accord de confidentialité plutôt. Et en fait, je me rends compte à quel point, quand tu travailles sur un jeu et que tu as essayé de le garder secret, au moment où, des fois ça arrive, ça fuite dans la presse, bah en fait, ça te fait très mal au cœur. Et je trouve que la plus-value pour les joueurs, elle est pas énorme, en fait. Parce que
ils vont apprendre que le jeu existe. Ça sert à rien de le savoir 2 semaines avant qu'on l'annonce. Mais par contre, en tant que développeur, juste tu te dis ah bah mince, c'est dommage parce que ça. En plus, il y a qu'un élément qui va sortir, alors que peut-être que cet élément tout seul, il est pas ouf, alors que mis dans le contexte de tout le jeu, il est incroyable. Et du coup, c'est vrai que bon, c'est toujours un peu dommage quand ça arrive, mais bon, à la limite, c'est les aléas du jeu vidéo, quoi. Mais ça va être frustrant de pas pouvoir vraiment parler de ton métier pendant 2 ans, en fait, de ton quotidien, en fait, pendant 2 ans, non? Alors, j'arrivais à parler de ce que je faisais en programmation. Tu vas te dire, bah tiens, j'ai tel problème technique, comment ça se passe? Par contre, tu parles pas du tout de l'histoire du jeu, par exemple. Ouais. J'en ai pas parlé du tout. Mais du coup, quand il sort, c'est vraiment incroyable parce que cette fois, tu peux en parler, tu racontes plein d'anecdotes, tu dis, ah oui, mais là, ça se passe comme ça, alors qu'en fait, dans la première version du jeu, ça se passait pas du tout comme ça. Enfin, voilà, tu deviens intarissable sur le sujet, en fait, parce que ça fait 2 ans que t'en parles pas, donc c'est Tu vraiment lâches le moment tout. où Tu lâches les voilà. vannes. Je pense que j'ai saoulé peut-être un peu mes potes en parler beaucoup, mais en même temps, voilà, une fois que tu finis un projet, t'as quand même une certaine satisfaction. Et tu bossais exclusivement sur ce projet-là, tu peux pas bosser sur plusieurs jeux en même temps. Non, j'ai vraiment travaillé à temps plein sur ce jeu, et même plus qu'à temps plein. Enfin, j'ai fait beaucoup d'heures sup sur le sujet. Donc, non, t'as pas le temps de te disperser en faisant. Et donc voilà, le jeu est sorti. Sa réception a été plutôt mitigée, on va dire. Donc ça, c'est aussi pas facile à vivre en tant que développeur. Parce que tu vois des critiques, certaines qui sont justifiées, d'autres qui ne le sont pas. Et donc ça demande aussi à se dire, bah attends, moi j'ai fait de mon mieux pendant 2 ans. J'ai vraiment essayé d'apporter le maximum de mes compétences et de mes capacités. Certaines personnes n'aiment pas, certaines personnes démontent ton travail en te disant des horreurs. Et il faut réussir à se dire, bah ouais, mais bon, c'est pas moi en tant que personne qui est visée, c'est voilà. Et en plus, c'est pas forcément les décisions que toi t'as prises. On est tous, on va dire, un rouage dans une grosse machine. Et il y a un moment, toi, t'es responsable aussi que de la zone autour de toi. Tu t'es pas responsable de toute la machine, quoi. Donc, mais bon, j'ai eu quand même. Enfin, par exemple, j'ai beaucoup travaillé. Un des trucs dont je suis le plus fière, on va dire, sur le jeu, c'est que j'ai pas mal poussé pour qu'il y ait un mode daltonien au jeu. En fait, il était prévu, mais on n'avait pas trop le temps. Et voilà, moi, je me suis vraiment mis devant en disant, en fait, j'aimerais bien qu'on le fasse. J'ai vraiment poussé un peu à dire, voilà, c'est important. Et donc, au final, on l'a fait. Enfin, je l'ai fait. Et avec d'autres gens, avec des artistes, avec des designers, tout ça. Et de savoir, en fait, que mine de rien, en ayant poussé ce point-là, j'ai permis à des gens qui sont daltoniens de pouvoir jouer au jeu et de rendre un peu plus facile leur vie, on va dire. Et du coup, voilà, j'ai réussi à tirer la satisfaction là-dedans, en me disant, peut-être que le jeu n'est pas forcément ce que les gens attendaient, mais au moins, voilà, j'ai essayé de le rendre plus accessible pour tout le monde, j'ai essayé que tout le monde puisse en profiter. Donc voilà, après, t'arrives à prendre du recul en te disant, à célébrer un peu les petites victoires du quotidien, et puis pas se focuser sur une note ou sur un commentaire. Ouais, et puis les jeux vidéo, niveau critique, c'est un peu... c'est assez high level, quoi. Enfin, ils vont pas de main morte en général quand... C'est un domaine quand même, c'est un peu comme la musique ou le cinéma où la critique est assez facile, quoi. Voilà, elle est assez facile et elle est assez acerbe. Des fois, elle est pas du tout mesurée, tu vois, quand on dit j'espère que vous mourrez dans d'atroces souffrances, tu dis bon, c'est qu'un jeu vidéo, tu vois. Ouais. Et donc, voilà, faut réussir à se dire attends, en fait, il y a un moment, il y a une minorité qui parle très fort, mais bon, il y a aussi plein de gens qui l'ont apprécié. Et puis, toi, t'as essayé de faire de ton mieux, et puis bon, la critique, elle est pas personnelle, en fait, tu n'es pas ton travail, je suis une autre personne que développeuse, quoi, je fais d'autres choses dans la vie, tout ça. Mais c'est un truc à savoir, mais je pense que c'est le cas aussi dans tous les sujets, comme tu disais, voilà, dans le cinéma, dans les livres, il y a un moment, à partir du moment où tu crées quelque chose, tu t'exposes en fait à la critique, et même toi en fait pour ton podcast. Ah oui, Internet, YouTube, réseaux sociaux, les critiques, c'est là où tu t'en prends le plus aussi, hein, donc... C'est ça, et en fait il y a un moment il faut se dire, alors malheureusement ça fait partie du jeu, je pense pas que ça soit... je pense qu'il faut pas qu'on l'accepte tel quel, tu vois, qu'on se résigne en se disant oh là là, c'est la vie. Mais voilà, je pense qu'on est tous ceux qui créent quelque chose sont confrontés à ça, et en même temps, ouais, mais tu crées quelque chose, en fait, t'essayes de faire quelque chose, et c'est plus facile de critiquer quand tu fais rien. Et alors qu'au moins, toi, tu te dis, moi j'ai essayé de créer quelque chose, peut-être que ça plaît pas, mais au moins j'ai essayé. Et ceci dit, du coup, ça apprend aussi. Enfin, moi maintenant, je me rends compte que je suis beaucoup moins critique
je fais plus de critiques méchantes sur les choses que j'aime pas, tu vois. J'arrive vraiment à me dire, en fait, je suis pas le public cible de cette œuvre. Tu vois, je vais pas dire, oh, c'est nul, parce que je sais à quel point ça peut être blessant pour la personne qui l'a fait. Mhm. J'arrive à me dire, bon, bah, la personne, elle a pas fait pour moi, en fait. Oui, Elle me parle pas, parce que, bah, en même temps, tu peux pas parler à 7 milliards d'humains, enfin. ouais, c'est ça. C'est ça, forcément, ça plaît à certaines personnes et pas à d'autres. Tu peux pas plaire à tout le monde, quoi. Enfin, Voilà. Mais au mhm. moins, ça apprend. C'est un peu l'épreuve du feu, mais une fois que tu le sais, bon, la vie est plus simple. Bon, écoute, si t'arrives à faire fi de ça et prendre que le côté positif, c'est plutôt cool, quoi, de le prendre comme ça. Oui, bah voilà, c'est ce que j'essaye de me dire. Et puis, après, tu sais que tu travailleras sur d'autres projets qui marcheront mieux. Tu travailleras sur d'autres projets qui marcheront moins bien. Enfin, en fait, au bout d'un moment, c'est presque plus à l'important. L'important, c'est d'essayer de faire des projets qui, toi, te plaisent et d'essayer d'apporter les idées que toi, tu as. Hmm. Et puis après, bon, la réception, on va dire, c'est un bonus, mais ça doit pas non plus tout contrôler dans ce que tu fais, quoi. Mm, mm. Et alors, justement, évoluer dans le monde du jeu vidéo quand t'es une fille. Parce que je suppose qu'autour de toi, il y a une majorité de mecs, non? Oui, oui, totalement. Ouais, Totalement. Bah, ça a commencé même en école d'ingénieur. On était, ouais. je crois, 20% de femmes. Et c'était une année extraordinaire. Il y avait limite jamais eu ça avant. Ah ouais? Ouais. Ce qui est assez fou, en fait, que quand tu vois les origines de la programmation, c'est beaucoup de femmes, en fait, aux origines de la Mm, mm. programmation. Mais bon, l'histoire en a voulu autrement, ce qui fait qu'il y en a beaucoup moins maintenant. Euh, mais c'est vrai que voilà, quand tu arrives dans le jeu vidéo, c'est une minorité. On va dire qu'en production, les derniers chiffres, c'est 14% à peu près. D'accord. Et alors après, il y a beaucoup de femmes, on va dire, dans les métiers support, tels que les ressources humaines, par exemple. Mhm. Mais c'est vrai que dans ceux qui font le jeu à proprement parler, là, c'est vraiment Enfin, il y a très peu de femmes, Mhm. et encore plus en programmation. Ok. C'est vrai que côté artiste, on va dire, il y a quand même pas mal de femmes. Bizarrement, en game design, il n'y a pas beaucoup de femmes, alors qu'on pourrait croire qu'il y en avait plein, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais trop travaillé avec des femmes game designeuses. Et là, j'ai passé en fait 3 ans au studio de Paris Mhm. et j'étais la seule femme programmeuse de mon équipe de 8. Ah Et oui. au niveau Ok. du studio, on devait être une quarantaine de programmeurs et on était 3 ou 4 femmes. Et au niveau de tout le projet, on devait être une dizaine en tout, Ah sur ouais. peut-être une centaine de programmeurs. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, il y en a vraiment plus beaucoup. Donc, c'est pas forcément, on va dire, facile au quotidien, dans le sens où je pense que c'est pas toujours facile d'être, on va dire, l'intrus dans un groupe. Quand t'as personne qui te ressemble, euh, forcément tu vas être plus remarqué. Et c'est vrai en fait pour tout type de différence. Par exemple, si t'es la seule personne noire dans un groupe de personnes blanches, bah, ça va être la même chose en fait. Mhm. Ou si t'es la seule personne handicapée dans un groupe de personnes valides, voilà, tu retrouves toujours ce côté où tu détonnes un petit peu par rapport au reste du groupe. Après, moi, à titre personnel, j'ai pas eu de problème. J'ai été dans une équipe qui était très ouverte et bienveillante. Et, et c'est super important en fait. J'ai réussi à m'entourer. Enfin voilà, j'ai eu de la chance de tomber dans une équipe qui l'était. Mhm. Et après, ça m'a pas empêché de parler sur le sujet. J'ai beaucoup parlé voilà, euh, du féminisme. Mhm. Voilà, j'étais très engagée. En plus, en parallèle, je m'étais inscrite. Enfin, je suis bénévole chez Women in Game, qui est une association qui promeut la mixité dans le jeu vidéo. Ok. Et c'est vrai que j'étais pas mal active. Alors, pas active dans l'association, je faisais pas partie du bureau ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai été pas mal bénévole quand il y avait des événements pour bah, voilà, aller parler à des gens plus jeunes. On allait à la Paris Games Week par exemple pour parler Mhm. à des jeunes femmes qui cherchaient ce qu'elles voulaient faire. Enfin voilà, ce genre de truc, j'ai essayé d'être assez proactive. Ou même parler à Ubisoft. Plusieurs fois, j'ai tenu un stand One in Game pour expliquer ben, en fait, comment on peut faire un environnement de travail qui soit plus inclusif. Mhm. C'est vrai que c'était très orienté sur la mixité de genre, mais bon, je pense qu'après on peut l'extrapoler aussi sur plein d'autres points. Euh, mais donc voilà, je, je pense que ça va dans le mieux, qu'il y a de plus en plus de femmes dans cette industrie, Mhm. qu'il y a de plus en plus... On se rend compte en fait qu'on a besoin d'avoir plus de femmes, mais plus de mixité en général, Mhm. parce qu'en fait tu te rends compte que quand un groupe est homogène, bah, c'est toujours un peu les mêmes idées qui viennent, et il suffit que tu amènes un élément qui a un autre vécu et tout de suite, il y a beaucoup plus d'idées qui vont se créer. Mhm. Et je pense qu'on est dans un milieu créatif, c'est important de ne pas se fermer des portes, de se dire,
quand tu fais un jeu, tu fais pas un jeu juste pour, on va dire, des Américains entre 15 et 20 ans. Il y a un moment, tu te dis, bah non, je fais un jeu pour le monde entier. Et bah, il y a tout type de profils qui sont là. Et sauf qu'en fait, si dans ton équipe, t'as que des gens qui sont des Américains, on va dire, bon, de 25 ans, parce que pour être dans la boîte, mais tu vois, ça va pas marcher. En fait, il y a un moment, tu vas retomber sur les mêmes idées. Et même avec toute la bonne volonté du monde, tu vois, moi, je peux essayer de comprendre le vécu d'autres personnes, mais je pourrais jamais en parler à leur place, en fait. Ça n'aurait pas de sens du tout. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens d'horizons très divers dans l'équipe. Et donc, c'est pas encore le cas, clairement. Alors, bon, en tout cas, à Ubisoft et dans l'équipe dans laquelle moi j'étais, voilà, il y avait énormément de progrès à faire sur le sujet. J'ai envie de dire que ça va vers le mieux. Là, par exemple, donc, à la sortie de Breakpoint, je suis passée sur un nouveau projet, sur lequel je ne peux rien dire, encore une fois. Zut, on n'aura pas d'exclusivité. Voilà, pas d'exclusivité. Mais tu vois, là, par exemple, on est 8 programmeurs et programmeuses gameplay, et on est déjà 2 femmes et une personne non binaire. Et donc, en fait, tu vois, tout de suite, ça change un petit peu le rapport, tu vois. Je me sens beaucoup moins à part. Alors, je l'étais pas dans mon équipe, tu vois, j'étais bien intégrée, mais c'est vrai que, tu vois, quand je parlais un peu de... Ah bah tiens, un tel fait souvent des blagues un peu sexistes, moi je trouve ça gênant. Bah, quand t'es la seule personne à dire ça, tu vas vite être remarqué en tant que, ah bah oui, t'acceptes pas les blagues, t'as pas l'humour. Alors que si tu commences à... T'es 3 personnes à dire, ah oui, mais en fait, moi ces blagues-là, elles me gênent, bah forcément, ça permet de dire, ah oui, bah en fait, on arrête les blagues comme ça, quoi. Ouais, dès que t'as un peu plus de points, en fait, en étant un peu plus nombreux, et donc tu te sens moins seul et tu oses plus dire quand il y a un problème au final que... Bah c'est ça, tu te sens plus à l'aise en fait Ouais. pour en parler et puis pour dire bah en fait voilà moi je veux être dans un environnement de travail qui soit sain et voilà. Après voilà on va pas se mentir hein, il y a des problèmes dans l'industrie du jeu vidéo mais voilà j'ai envie d'être optimiste, j'ai envie de me dire que ça va aller pour le mieux, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de mentalités à faire évoluer mais bon, c'est aussi un reflet de ce qu'on a dans notre société, c'est que bah, il y a un moment où on voit pas beaucoup de femmes à des postes à haute responsabilité. Et c'est vrai aussi, voilà, à Ubisoft, c'est vrai dans plein de boîtes. Bah, il y a un moment, il faut que ça change et ça viendra avec le temps. Alors, on peut évidemment et on doit faire des efforts pour que ça aille de mieux en mieux. Mais voilà, je pense que ça va aller. Voilà, Ouais. je dirais ça. Ouais, et puis il y a aussi tout le côté, comment en fait maintenant les jeux vidéo se développent avec notamment Twitch et comment en fait aussi il y a de plus en plus de filles joueuses. Et donc forcément il faut aussi répondre à ce public-là et essayer, enfin le côté que tu disais au début que tu considérais pas par exemple les Sims comme un jeu vidéo. Il y a un peu ce côté où il y a des jeux de filles et des jeux de garçons. Alors les jeux de garçons c'est du pan Call of Duty tout ça machin, et les jeux de filles c'est un peu plus comme tu disais les Sims ou même Candy Crush ou des trucs comme ça quoi. Alors qu'au final, enfin là encore, enfin il y a comme tu disais t'as adoré Assassin's Creed et pourtant t'es une fille, donc je veux dire il y a de plus en plus maintenant je trouve une évolution vers répondre à un public plus large. Et pas que viser justement cette population de masculine, blanche, de jeunes ados, jeunes adultes, et que en fait ça peut parler à tout le monde, et même aussi dans l'évolution des personnages, par exemple style Lara Croft, qui était hyper sexualisée, etc. Enfin maintenant les personnages féminins, ils essayent de plus en plus d'être moins justement sexualisés, et le fait qu'il y ait de plus en plus de joueuses et aussi des développeuses fait que y a ce nouveau point de vue qui peut venir et être mieux accepté quoi. Bah c'est ça, bah typiquement là au moment où on parle, assez récemment il y a le jeu The Last of Us 2 qui est sorti et le personnage principal c'est une femme lesbienne et c'est un personnage mais qui est juste incroyable de badassitude quoi et pas parce que elle a des gros muscles et elle tape tout le monde, c'est plus vraiment un personnage qui est bien construit. Qui est fort, mais qui est pas dans une version. En fait, c'est pas un homme qui est sous. Enfin, comment dire. Les caractères d'un homme. Les caractères d'un homme mis sur un caractère, sur un personnage physique de femme. Voilà, j'aurais pas mieux dit. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est un vrai personnage féminin qui a été construit, qui a du sens, qui est complet.
Mais c'est juste que bah voilà, c'est un personnage fort que tout le monde peut avoir envie de jouer, quoi. Et ça, je trouve ça super qu'on ait de plus en plus comme ça une meilleure représentation, parce qu'en fait, on ne s'identifie pas tous à une femme blonde très fine qui fait du mannequinat. Mm. En fait, on n'est pas toutes comme ça, on n'est pas tous comme ça, et on a aussi envie, nous aussi, de nous projeter dans des personnages qui sont des personnages forts, des personnages qui sont sans enfants, des personnages qui sont avec enfants, des personnages qui sont hétérosexuels, des personnages qui sont lesbiennes et tout ça. Enfin voilà, il y a de plus en plus de représentations et c'est chouette parce que ça peut parler à de plus en plus de monde. Et comme tu disais tout à l'heure, voilà, on avait un peu la catégorie jeu pour garçons, jeu pour filles, et on se rend compte qu'aujourd'hui, bah voilà, il y a autant de joueurs que de joueuses. Et même si c'est vrai qu'ils jouent pas tout à fait aux mêmes catégories de jeux, il y a quand même des jeux qui sont très très mixtes. Et c'est pour ça que moi j'aime bien, en fait, de plus en plus, on n'imagine plus notre joueur, on va dire typique, comme en disant bah voilà c'est un homme ou c'est une femme, mais ça va plus. Bah voilà, ça c'est quelqu'un qui recherche de l'exploration. Ça c'est quelqu'un qui recherche du challenge. Ça c'est quelqu'un qui recherche le côté social dans les jeux. Et en fait, tu enlèves complètement les questions de genre dans, on va dire, ce qu'on appelle un persona, donc dans ton profil type de joueur ou de joueuse. En fait, la question de genre, elle se pose pas, mais plus, bah voilà, c'est quoi les motivations. Donc, est-ce que la personne, elle a envie de faire des petites parties rapides sur son téléphone en attendant le train, ou alors est-ce qu'elle a envie de se plonger pendant 4 heures dans un monde immense. Enfin voilà, donc effectivement, je pense que plus il y aura de mixité dans les studios, plus il y aura des idées qui seront nouvelles et qui parleront en fait à des publics de plus en plus larges. Et il y aura de plus en plus de femmes qui joueront même à des jeux pampans parce qu'en fait ils auront réussi à montrer que c'est pas des jeux pour garçons, quoi. Que en fait il y a des femmes qui adorent jouer à des jeux de guerre, quoi. Et, enfin moi j'en connais plein, elles adorent jouer à ça, alors que je connais aussi plein d'hommes qui adorent jouer à Candy Crush. Enfin, mais c'est dommage qu'on ait encore des stéréotypes là-dessus, mais bon ça va. Je pense que c'est en train de changer. Ça va dans le bon sens. Cool. C'est des bonnes nouvelles tout ça, c'est bien. Après, je suis très optimiste. Mm. Je peux évidemment pas prédire ce qui va se passer dans l'avenir, mais j'ai envie de croire que ça va aller vers le mieux et que surtout on va réussir en fait à avoir vraiment une industrie qui soit inclusive pour tout le monde. Et c'est vrai que là, bon, enfin, moi du coup je suis une femme blanche et donc je parle forcément avec ce prisme-là, mais j'ai envie de croire en fait que voilà, il y a un moment ce sera vraiment la norme d'avoir des personnages de toutes les nationalités parce qu'il y a un moment. Enfin, moi, je sature de jouer des personnages américains, tu vois. J'ai rien contre, mais il y a un moment, toutes les représentations qu'on a, c'est celle-là. Et c'est dommage, parce qu'en fait, j'adorerais jouer je sais pas moi, une petite fille de Namibie ou un garçon qui vit en Russie. Enfin, tu vois, j'ai envie de jouer d'autres personnages. Et bon, voilà. J'espère que ça va arriver. Bah, peut-être dans un de tes futurs jeux en tant qu'indépendante, je ne sais pas. Oui, d'ailleurs, est-ce que t'as envie de continuer pour ton futur, donc de bosser chez Ubisoft tant que tu le peux, ou est-ce que aussi créer ton propre jeu, ça te ferait plaisir? Alors, je me suis rendu compte, en fait, j'avais vraiment l'objectif de créer mon propre jeu, de me dire, bah, je monterai un studio, et puis voilà, je ferai vraiment les jeux dont j'ai envie. Et puis plusieurs fois, en fait, j'ai essayé de faire des petits projets perso à côté, en me disant, bah vas-y, tu peux. Et en fait, je me rends compte que c'est très dur, dans le sens où ça demande énormément de motivation de faire un jeu. Parce qu'en fait, autant quand t'es salarié, on va dire, bah il y a un moment, voilà, faut que t'arrives au boulot, et puis il faut que tu travailles, puis si tu vas avoir ton salaire, quoi. Alors que quand t'es tout seul, c'est beaucoup plus dur. Enfin, j'admire en fait les gens qui arrivent à se donner une rigueur et de se dire, bah voilà, tous les jours, je travaille pour moi. Et quand t'es passionné, enfin, je trouve ça vraiment impressionnant en fait les gens qui arrivent à mener le jeu, surtout le mener jusqu'au bout. Parce que tu vois des petits projets, j'en ai commencé plein et à chaque fois je me dis ah je pars pas trop gros comme ça j'arriverai à le finir et en fait j'arrive jamais à le finir parce que ça demande tellement de temps et de tu vois faire un prototype de jeu c'est bah, ça va assez vite, tu vois des prototypes de jeu j'en ai plein. Après arriver au stade de la qualité, c'est dire bah voilà t'enlèves tous les bugs, tu mets des beaux graphismes, du bon son et tout ça. En fait ça c'est vraiment méticuleux et c'est vraiment dur et je pense que aujourd'hui déjà, je n'en serais pas capable. Au jour d'aujourd'hui, avec mon expérience, je n'y arriverai pas. Je me dis peut-être que dans quelques années, une fois que voilà, j'aurai passé beaucoup de temps dans une grosse boîte, donc être en contact avec plein de gens, avec plein de compétences, je me sentirai plus le courage de le faire et plus légitime de le faire. Donc on verra. Mais peut-être aussi que je partirai du monde du jeu vidéo. Tu vois, je me rends compte maintenant que le côté créatif que je trouve dans le jeu vidéo et l'émulsion de profil qu'on a, se dire, bah voilà, moi j'adore parler avec des gens qui connaissent rien à la programmation, parce que au bout d'un moment, quand tu parles qu'avec des gens qui ont fait les mêmes études que toi,
c'est chouette, hein, enfin, normal, j'aime bien ça, mais bon, des fois tu dis, ouais, mais j'aimerais bien parler avec quelqu'un qui comprend pas du tout la programmation, mais qui par contre peint pour s'exprimer, quoi. Parce qu'au moins ça t'apporte enfin, une richesse, on va dire, de vie. Et donc je me dis, voilà, peut-être que plus tard je partirai dans un autre domaine. Mais voilà, comme pour le moment j'ai encore beaucoup à apprendre dans le jeu vidéo, là je suis sur un nouveau projet qui vraiment me passionne. Je peux pas en dire plus, mais vraiment c'est autant le côté militaire de mes jeux précédents ne m'intéressait pas. Là en plus le jeu me plaît en tant que tel. Enfin tu vois, je pense Ah que oui, tu y jouerais. voilà, j'y jouerais. Voilà. Et c'est exactement ça ma motivation, c'est de me dire ah ouais mais en fait si tu y jouerais, bah faut pas qu'il te bug parce que enfin tu vois, ça te donne en plus une motivation de se dire bah ok bah, je veux qu'il soit bien et je veux pouvoir apporter des idées parce que c'est ce que moi j'aimerais bien pour pouvoir jouer. Donc j'ai vraiment bon espoir que ce jeu-là se passe bien et, euh, et voilà. Et après une fois qu'il sortira, je sais pas quand, on verra ce que les autres projets qu'on me propose. Tu vois, si on me propose rien qui me fasse vibrer autant, bah je me dirais bon bah ok vas-y je fais autre chose. Enfin, c'est l'avantage de l'informatique en fait, c'est que tu peux travailler dans tellement de domaines. Enfin, tu peux travailler pour une ONG, tout comme tu peux travailler pour une banque, ou tu peux travailler pour l'armée, enfin, euh, ou pour un studio, un projet de recherche, Mhm. ou sur le spatial. Enfin, quand je vois en fait mes amis qui viennent de la même école que moi, quand je vois les métiers qu'ils font aujourd'hui, Mhm. mais c'est aux antipodes de ce que moi je fais au quotidien. Et du coup, c'est super en fait, parce que enfin, ça ferme pas vraiment de porte d'être en informatique, quoi. Tu dis, bah voilà, tu peux vraiment travailler dans plein de milieux, et donc on verra bien. Trop bien. Ouais, pour en revenir aux jeux indépendants, je sais pas si tu connais, mais sûrement, la développeuse du dimanche sur YouTube. Donc c'est une nana qui développe en fait son propre jeu en indépendant et qui fait des vlogs pour montrer justement quelles sont l'avancée, de comment elle avance, comment que ça se passe, les bugs qu'elle a rencontrés, etc. Et c'est vraiment génial pour suivre, même quand on n'est pas, quand je suis pas une grosse gameuse non plus, je sais pas coder ou quoi que ce soit, mais je trouve ça super intéressant de voir la progression, comment ça évolue, comment elle aussi elle réagit en fait aux problèmes qu'elle rencontre, sa baisse de motivation ou non, voilà. C'est super intéressant. Donc si vous voulez aller voir ça, je mettrai les liens dans la description, mais je pense que tu la connais, enfin que tu suis un Oui, peu. Ouais, ouais. en fait, il se trouve qu'elle est aussi dans l'association Women in Game, Ah oui, ok. et donc, en fait, on s'est croisés plusieurs fois justement à des événements, et plusieurs fois parce que, en fait, on a participé toutes les deux à des conférences pour parler un peu du quotidien de travailler dans l'industrie du jeu vidéo en tant que femme et tout ça. Mhm. Donc, oui, on s'est croisés plusieurs fois. Et bah voilà, je suis vraiment admirative en fait qu'elle ait réussi aussi longtemps à garder sa motivation sur un jeu. Euh, Surtout que elle, en tant que designeuse, bah, c'est pas du tout les mêmes compétences que moi j'ai par exemple en programmation. Mhm. Mais au final, il y a la même volonté de créer un jeu sur lequel les gens vont passer du temps et vont apprécier. Et donc, mine de rien, même avec des profils très différents, bah voilà, t'as vraiment le même objectif au bout, quoi. Ouais. Alors, on va arriver aux petites questions finales. Qu'est-ce que est-ce que tu as eu des rôles modèles au cours justement de tes études ou est-ce que tu vois pour garder cette motivation parce que je suppose que ça n'a pas été tout le temps tout rose ou tu vois est-ce que tu as eu des gens qui t'ont inspiré comme ça pour C'est pas facile comme question. j'aurais peut-être dû te la poser en avance. Ah J'ai ouais. oublié. Des fois je le fais, des fois j'y pense et là raté. Euh, alors, je dirais que j'ai eu de la chance. Alors, ça va être extrêmement pathos, mais bon, je vais quand même le dire. J'ai eu de la chance d'être dans une famille où mes parents m'ont vraiment poussé à aller au plus loin de ce que je pouvais. Et ils avaient fait aussi des études. Et donc, c'était vraiment le côté, bah, tu fais ce que tu veux, tu choisis la filière que tu veux, mais par contre, tu donnes à fond pour y arriver. Mhm. Et donc, ça, je trouvais ça inspirant. Enfin, tu vois, mon père qui était pilote de ligne, je trouvais ça incroyable, en fait. Il venait d'une famille un peu modeste et de se dire, bah voilà, il a réussi à faire ça. Et je trouvais ça super inspirant de se dire, ah ouais, en fait, quand tu veux, tu peux vraiment y arriver. Alors, bon, avec du recul, je me rends compte que on a tous de la chance, on a des privilèges et tout ça. Donc, voilà, je garderai pas cette idée de quand on veut, on peut. Euh, mais je pense que quand on veut, on peut donner beaucoup d'efforts pour aller là où on veut. Et par coup de chance, ça peut marcher. Voilà, je Mhm. nuancerai un petit peu plus mon propos. Mhm. Mais voilà, en tout cas, c'était très inspirant de se dire, bah voilà, on peut y arriver. Après, je sais
Il y a personne qui me vient en tête. Ça peut être des La gens personne, de ton entourage comme des gens ultra connus. Hein. ouais, bah, je dirais la personne avec qui je vis. Alors ça aussi c'est extrêmement pathos, mais c'est quelqu'un qui est très très passionné sur la musique et les jeux vidéo. Et vraiment, j'ai été infusée de cette passion. Mhm. Et du coup, ça m'a donné envie moi aussi de me dire, ah ouais, moi aussi je veux créer. Enfin, il m'a inspiré à me dire, bah voilà, je peux y arriver. Il m'a vraiment motivé en disant, bah voilà, Ubisoft, mais aucune boîte est trop petite pour toi, tu vas y arriver si t'en as vraiment envie. Et voilà, ça a été vraiment une motivation et un support. Et après, en gens, on va dire un petit peu moins proches, euh, j'ai rien qui vient. J'ai plus en fait, par exemple, j'adore le jeu Hollow Knight. Et j'en parle tout le temps, mais j'adore ce jeu. Et c'est plus l'objectif de se dire un jour, moi aussi, je ferai un jeu que j'estime aussi réussi que Hollow Knight. Tu vois, c'est Ok. vraiment plus de se dire, bah voilà, ce jeu pour moi, c'est la quintessence du jeu vidéo. Et je pèse mes mots, j'adore ce jeu. Et bah, j'ai envie de me dire, bah ouais, mon objectif un jour, c'est de faire un jeu qui soit aussi bien. Et si j'y arrive, tu vois, à la limite, j'arrêterai de faire du jeu vidéo. Tu vois, ce sera vraiment Ah ouais. le Graal ultime, quoi. Alors, on verra hein, si un jour j'y arrive. C'est quoi comme style de jeu? Je connais pas du tout. Alors, c'est un jeu indépendant qui a été fait par un studio australien, je crois. Et eux, c'est pareil, il y a 3 personnes dans le studio. Mhm. Et je comprends pas comment ça a marché. Il y a 3 personnes, plus la personne qui a fait la composition de musique, et plus après des testeurs, des gens qui font les langues et tout ça. Mais voilà, le cœur du jeu, c'était fait par 3 personnes. Et c'est un jeu d'aventure où en fait tu contrôles un petit insecte. Et donc toutes les graphismes sont juste magnifiques. Enfin, c'est un petit insecte, mais c'est absolument trop mignon. Et qui arrive dans une ville un peu sombre, un peu abandonnée, et qui doit en fait plonger dans les profondeurs de la ville pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, le jeu, d'apparence très mignonne, est assez dur et assez challengeant. Mhm. Il y a vraiment, tu vas tomber sur des boss et le combat va vraiment être dur. Et moi, je suis morte, mais 1 milliard de fois au bas mot. Enfin, vraiment, je mourais à chaque pas. Mais ça m'a vraiment poussé à me dépasser. À me dire, ouais, mais en fait, j'ai envie de savoir la suite de l'histoire. Et c'est pas grave si je passe mes 5 heures sur cette même portion du jeu parce que j'ai envie de savoir la suite. Et voilà, l'histoire me passionne et l'exploration est incroyable. Et en plus, ce jeu est immense. Enfin, tu vois, j'ai passé vraiment énormément d'heures. Et donc voilà, c'est un jeu d'aventure avec on va dire, du combat et de l'exploration. Ok. Cool. J'irai voir. Je mettrai les liens aussi si ça vous intéresse. Voilà. Oui. Et donc, une des petites dernières questions. Quel conseil tu donnerais à une nana qui veut se lancer dans les jeux vidéo? Alors, je dirais qu'il faut oser le faire et qu'il faut oser postuler. Parce que souvent, on a tendance en fait à. Alors, beaucoup de gens s'auto-censurent et j'ai l'impression que c'est assez prégnant, en tout cas chez les femmes. Et enfin, moi je sais que toute ma scolarité, on m'a dit, mais tu rentreras jamais à Ubisoft en fait. Enfin, ça sert à rien, enfin, ça sert à rien de postuler parce qu'il n'y a pas de place, donc ça ne sert à rien que tu essayes. Et bah, heureusement, en fait, on m'a poussé à dire, bah ouais, mais en fait, en même temps, si tu n'essayes pas de postuler, c'est sûr que tu seras jamais prise, tu vois. Au pire, le pire qui peut t'arriver, c'est qu'on te refuse, tu vois, mais enfin, c'est ça la vie. Enfin, c'est que de temps en temps, il faut tester des trucs, si ça marche pas, bah, c'est peut-être que c'était pas le bon moment pour toi, voilà, mais au moins il faut tester. Et donc vraiment, je dirais, bah voilà, faut pas hésiter à postuler. Il faut pas se dire que cette boîte elle est trop prestigieuse ou ce poste il est impossible. Euh, Moi aussi, tu vois, je m'étais dit, mais enfin, Ubisoft, c'est les jeux de enfin, Assassin's Creed, c'est juste incroyable. Jamais je travaillerai là. Et maintenant, mes collègues, c'est les gens qui ont fait Assassin's Creed, tu vois. Mhm. Et donc, voilà, je dirais qu'il faut oser. Et ensuite, je dirais qu'il faut faire beaucoup de projets personnels. Je pense que c'est ce qui a été assez démarquant sur mon CV. De se dire que bah voilà, j'avais essayé en fait sur mon temps libre de faire un jeu. J'avais beaucoup joué, enfin tu vois, je suis passionnée de jeux et je pense que c'est vraiment en plus quand tu travailles dans l'industrie du jeu vidéo parce que c'est assez demandant, enfin tu vois, ça te prend beaucoup de temps, il y a beaucoup d'heures sup. Clairement, tu gagnerais beaucoup mieux ta vie si tu travailles dans une banque. Voilà, faut accepter l'idée que c'est un métier un peu passion, Mm. même si je pense qu'il faut quand même respecter les gens qui travaillent dedans et les rémunérer à la hauteur de leur travail. Mais voilà, au moins si t'es passionné, c'est vrai que c'est un vrai facteur de motivation. En plus, les gens autour de toi sont passionnés aussi, donc tu connectes bien mieux avec eux. Et voilà, essayer de faire des projets perso. Il y a ce qu'on appelle en fait des game jams. C'est des petits challenges sur un week-end où tu dis en un week-end je vais faire un jeu. Donc évidemment, tu vas pas faire un Call of Duty en un week-end. Mais ça va être des tout petits projets, des trucs qui sont buggés, qui marcheront pas, mais au moins
en 3 jours, tu passes de l'idée à la réalisation, et c'est un sentiment qui est vraiment exaltant. Et il y a plein de jeux, en fait, des vrais jeux, qui après sont sortis. L'idée principale avait été trouvée en Game Jam, et puis après ils se sont dit, en fait, c'est une bonne idée, vas-y, on va travailler 1 an pour en faire un vrai jeu complet. Et ça, je pense que c'est une super expérience. Donc voilà, essayer d'apprendre sur Unity. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup Unity parce que c'est très pratique pour les programmeurs ou les gens qui ont des bases en programmation. Parce que voilà, il y a aussi le moteur Unreal qui existe, où là, ça demande un peu moins de programmation parce que il y a beaucoup de choses qui se font, on va dire, en nodal. Donc en gros, tu as des boîtes qui font des trucs et toi, tu fais des liens entre les boîtes. Donc par exemple, tu vas avoir une boîte position, une boîte personnage, et en fait tu relis les deux, et donc du coup t'as la position du personnage. Enfin, Ok. je schématise, hein, évidemment. Ouais. Mais voilà, des fois c'est plus accessible pour les gens qui ont moins de compétences en informatique, mais sachant que ça reste quand même bien d'en avoir parce que bah, tu deviens beaucoup plus autonome sur l'outil, quoi. Ouais. Mais voilà, je dirais faire des projets, et ça vaut même si c'est des gens qui sont artistes, enfin voilà, à un moment il faut avoir un portfolio, quoi. Mhm. Donc voilà, c'est les 2 conseils, osez le faire et entraînez-vous, quoi, entre guillemets. Ok, super. Question un peu où moi je vais en profiter aussi. C'est quoi tes recommandations de jeux? Et ben, Hollow Knight, évidemment, j'adore ce jeu. Hollow Knight, ok. Voilà, je pense que c'est un excellent jeu indépendant. Ok. Ensuite, je dirais Zelda Breath of the Wild, qui, qui est extrêmement connu et qui, pour moi, presque révolutionne les jeux en monde ouvert. Tu vois, au début, je voulais pas trop y jouer, et j'ai commencé à y jouer, et j'ai été happée, et chaque moment était magique. Alors que pourtant, tu te dis, mais bon, c'est quoi les nouveautés de ce jeu, tu vois? Et en fait, c'est tellement bien fait. Tu vois, le fait d'avoir un deltaplane dans le jeu, c'est un sentiment, mais qui est incroyable. Enfin, t'as vraiment l'impression d'y être. Et voilà, je pense que c'est vraiment un excellent jeu. Et ensuite, en jeu un peu plus de défoulement, moi j'aime beaucoup Binding of Isaac. Donc j'en parlais tout à l'heure. Donc c'est un jeu où chaque partie est différente. Mhm. Et c'est vraiment un jeu qui, au début, est un peu challengeant parce que voilà, faut réussir à maîtriser les contrôles. Et il y a énormément En fait, tu vas apprendre beaucoup de choses sur le jeu. Enfin, il y a beaucoup de secrets dans le jeu. Et donc au début, bah, t'es complètement perdu, tu sais pas à quoi servent les objets, tu testes. Alors des fois, bah, c'est des mauvais objets, donc tu te plantes. Mais au bout d'un moment, enfin moi j'ai joué des centaines d'heures. Et en fait, après, t'as une telle maîtrise du jeu. Alors, je dis pas que je suis excellente au jeu, hein, mais j'ai juste que j'y ai beaucoup joué. Et que tu vois, tu peux discuter avec quelqu'un en même temps que tu joues, quoi. Parce que ça devient vraiment naturel de jouer. Et t'as une. Alors, j'ai que le mot en anglais, mais une certaine masterisation du jeu, quoi. T'es Tu... complètement à l'aise. tu le maîtrises. Ouais, voilà. Bah, en fait, tu maîtrises, oui, c'est vrai que c'est c'est plus simple comme mot. Mais, mais voilà, on va dire que c'est les 3 jeux qui sont très différents, qui ont pas grand chose à voir. Mais, et sinon, si par contre j'en rajouterais un, le jeu qui s'appelle Gris, comme la couleur, Ok. et qui est un chef-d'œuvre de beauté. J'ai jamais vu un jeu qui soit aussi beau que ça. Et en fait, on a l'impression de se déplacer dans un monde en aquarelle qui se peint au fur et à mesure que tu avances. Oh. Et le jeu est sublime. Et en fait, souvent, quand on parle des jeux vidéo en me disant oh là là, le jeu c'est quand même violent et tout ça, et je leur montre ce jeu parce qu'en fait, ça n'a. Enfin, pour moi, c'est une œuvre d'art ce jeu. Pas tellement dans les contrôles ou dans l'histoire qui révolutionne pas grand chose, mais juste, on va dire, dans l'aspect visuel et surtout la technique derrière que ça implique. Enfin, je sais pas comment ils ont fait en fait. Mhm. À chaque fois que je jouais, je me demandais, mais comment ils ont réussi à ce que ça soit aussi beau? Parce qu'on voit pas les pixels, enfin, on a l'impression que c'est la peinture qui se peint. Et enfin, je trouve ça bluffant, encore plus en connaissant, on va dire, l'envers du Bah décor, oui. de se dire, ah bah oui, mais en fait là, c'est le flou le plus total, je sais pas comment ils ont fait, quoi. Mhm. Super. Ben, merci pour toutes ces recommandations. Je les mettrai dans les liens dans la description. Et ben, merci beaucoup, Jade, pour cette Ouais, petite heure de... Ouais, je vas-y. rajouterais juste, si les gens qui écoutent ont des questions à me poser, par exemple sur des choses qui n'ont pas été claires, ou si juste ils se demandent, bah tiens, comment rentrer à Ubisoft, plus, on va dire, les parties recrutement et tout ça, qu'ils n'hésitent pas à me contacter sur LinkedIn. Je réponds toujours, et bon, il y a souvent des gens qui me posent des questions, donc vous inquiétez pas, je répondrai aux questions. Et bah voilà, parce que j'adore parler de mon métier, donc faut pas hésiter. Voilà. Super. Eh ben, je mettrai les liens dans la description avec tout ça. Et effectivement, c'est super cool d'être accessible comme ça. Surtout,
jeux vidéo, tu vois, c'est un peu un monde fermé, tu sens, comme tu disais, c'est ultra dur d'y rentrer, donc si ça peut encourager et motiver des personnes à quand même postuler, ce serait trop cool. Merci beaucoup Jade, c'était trop Merci cool. beaucoup. C'était super sympa de discuter avec toi, salut. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Jade pour sa confiance. Vous pouvez retrouver tout ce dont on a parlé dans les notes de cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à le suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!